Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 254 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors aujourd'hui, bilan de la finale de conférence entre Dallas et Minnesota. Bon, alors, ça y est, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes chaud pour la finale qui arrive, donc les finales NBA 2024 entre les Dallas Mavericks donc et les Boston Celtics évidemment. Et donc aujourd'hui, petit point avant de passer au final, on fera une preview et on parlera des finales évidemment, mais avant de passer à ça, je voulais quand même conclure cette série dont on a déjà parlé, on a fait la preview. J'avais pas fait d'épisode de mi-série en fait parce que rapidement Dallas est arrivé à 3-0 et il y a toujours ce truc de ils sont à une victoire de la fin, est-ce que je fais un épisode de mi-série mais du coup on est peut-être on va juste louper un match et est-ce qu'on fait ensuite un bilan un match après. Bref, donc aujourd'hui c'est fini, on peut faire un bilan tactique de ce qui s'est passé sur ce match-là puisque ça a été une série très intéressante, notamment pour la suite, vous allez voir. Et puis comme d'habitude, pour soutenir le podcast, y compris des bilans tactiques de séries de playoffs, des petites étoiles sur iTunes ou Spotify, des likes sur YouTube ou un abonnement sur la plateforme de podcast préférée. Et merci à tous pour ceux qui le font régulièrement. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, bilan de la finale de conférence entre Minnesota et Dallas. Bienvenue dans le Basket Lab. Alors, petit bilan tactique de cette série, récit tactique même, on peut dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment s'est déroulé l'affrontement entre Dallas et Boston? J'allais dire non, ça c'est les finales. Non, entre Dallas et Minnesota. On va un peu se refaire comment toute cette histoire s'est déroulée. Donc déjà parce que c'est intéressant, on aime bien parler tactique, et puis surtout parce que ça peut aussi nous donner des indications pour la suite. Donc peut-être on peut commencer par le côté du terrain qui attire l'œil, évidemment, le côté attaque de Dallas contre la défense de Minnesota, hein, ce côté attaque flashy, explosif, un peu réponse à tout de Luka Doncic face à donc la meilleure défense de NBA jusqu'ici, qui sortait d'ailleurs d'une série défensive impressionnante contre Denver. Ils avaient réussi un peu à stopper Denver, qui est l'attaque inarrêtable entre guillemets, un peu dans la théorie, ou en tout cas dans l'imaginaire d'une certaine manière. Et voilà, ils sortaient un peu de ce match-up là, et c'est vrai que ce qu'on avait dit un peu en preview, si vous vous souvenez, c'est que je pense que, sans même parler du niveau des équipes, finalement, on a surtout affaire à deux types d'attaques qui sont des match-ups très différents. Et donc, notamment en termes de manière d'attaquer, on a, pour caricaturer, d'un côté, l'attaque de Denver qui est pas non plus hyper orientée pick and roll, en tout cas pas de manière traditionnelle, puisque le centre du pick and roll, c'est plutôt Jokic et non pas le porteur de balle. Donc, c'est une dynamique qui est très, très différente d'un pick and roll classique. C'est plutôt beaucoup de mouvements autour de Jokic, etc., etc. Et de l'autre côté, un peu l'autre extrême, c'est-à-dire, pour le coup, vraiment l'attaque très, très classique, même très stéréotypée. On pousse le bouchon très, très loin justement de beaucoup de pick and roll, beaucoup d'isolation, de style très frontal, balle en main, le porteur de balle dominant, voire même le plus dominant qu'on ait jamais vu quasiment. Donc voilà, ça fait quand même deux styles d'attaque très différents. Et c'est vrai que, on a eu aussi ce résultat-là, dans le sens où, finalement, le personnel défensif de Minnesota était plutôt adapté, en tout cas a été hyper bien adapté pour défendre Denver, en termes de lignes extérieures, de comment est-ce que Denver veut jouer, mais aussi en termes de secteur intérieur. Hein, je pense pas que, par exemple, si Dallas avait dû affronter Denver, ils auraient été très mal, parce qu'eux n'ont pas du tout le matos pour contenir Jokic, par exemple, et je pense que à peu près, alors attendez que je compte bien, 28 du coup, pas 29, parce qu'il faut enlever Denver, mais 28 équipes NBA auraient galéré, voire même n'auraient pas pu défendre Jokic aussi bien que Minnesota, mais donc c'est pas pareil. Là c'est pas pareil parce que, en l'occurrence, l'escouade de périmètre de Minnesota, elle était excellente pour étouffer les pick and roll et le porteur de balle qui était Jamal Murray, notamment contre Denver, mais sauf que c'est pas pareil, quoi. C'est pas pareil Dallas, c'est pas le même type de porteur de balle, c'est pas le même niveau de porteur de balle aussi, mais surtout c'est pas le même profil de porteur de balle. On l'avait un peu détaillé, mais il y a ce côté où Jamal Murray, il pouvait et il s'est fait étouffer par un aspect de annihilation des décalages, navigation d'écran, mobilité, longueur, etc., de McDaniels, de Ant, de Nickel Alexander-Walker et autres. Alors que là, Luka Doncic, lui, tu peux essayer de l'étouffer autant que tu veux, il s'en fiche.
Lui, il joue pas sur ce côté vivacité, il joue pas forcément sur ce côté décalage. Enfin, si, il essaie un peu d'avoir un décalage, mais même s'il l'a pas, c'est pas grave, en fait. Il va sur ses spots à son rythme, il te shoot par-dessus la tête, ou alors il te dégage du chemin avec un coup d'épaule, ou voilà. Il y a un aspect qui est très très différent. Tu peux pas étouffer Luka Doncic comme tu peux étouffer un Jamal Murray, évidemment. En termes de niveau de jeu, d'abord, mais aussi, surtout, en termes de style de jeu, surtout. Donc déjà, c'est premier changement par rapport à la série d'avant, c'était ça, en termes de stylistiquement, c'est compliqué, parce que tu n'affrontes pas du tout les mêmes éléments, et autant tu as beaucoup de défenseurs de périmètre qui sont très mobiles, et très navigateurs d'écran, et ainsi de suite, mais est-ce que tu as quelqu'un qui a le répondant physique pour Doncic? On se posait la question, et c'est vrai que la réponse qu'on a eue, c'est pas trop, quoi. Pas trop, on avait parlé en preview, mais ce côté McDaniels qui pourrait souffrir face à Doncic, c'est exactement ce qu'on a eu. Donc ça, ça a été un peu un point de bascule qui a basculé donc côté Dallas, évidemment, sachant que je sais que beaucoup de monde disait Anthony Edwards, lui, il pourrait le faire. Et effectivement, sur la fin de série, c'est lui qui a été plutôt utilisé sur Doncic, match 4 et 5. Et même lui, en fait, même lui, on a vu que non, ça peut pas marcher. Et notamment, on parle des pick and roll, on va arriver sur les pick and roll, mais il y a un aspect très simple d'isolation. La simple isolation où il n'y a pas besoin d'écran, et finalement Doncic face à Lou Dort, il pouvait pas aussi facilement attaquer en 1 contre 1 sans écran pour créer un décalage, parce que Lou Dort il a ce répondant physique pour l'empêcher d'aller sur ses spots et de faire ce qu'il veut, alors que Minnesota on avait vu en saison régulière, et puis sur la théorie on voyait que voilà, il n'y a pas forcément de mecs qui ont ce répondant physique comme Lou Dort, et donc c'est vrai que on a vu aussi cet élément là de l'isolation pure et simple en fait, où Doncic n'a pas besoin d'écran et a pu, sur cette série, attaquer McDaniels dès le début de série, Kyle Anderson aussi, qui est un peu plus costaud, on va y revenir, mais qui n'a pas non plus une mobilité géniale et qui peut se faire déborder. Et puis même Edwards. En fait, même Edwards s'est fait un peu enfoncer, notamment match 1 pas mal de fois, et puis même par la suite de la série, mais dès le match 1, on a vu que non, en fait. Même Edwards, ça marcherait pas. Donc voilà, on avait un peu ce côté, stylistiquement, c'est à noter. Et puis donc, on parlait un peu d'isolation, mais il y a aussi les pick and roll, puisque l'autre grand dilemme de ce côté du terrain, attaque Dallas contre défense de Minnesota, c'était quid du pick and roll. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu contre-intuitif, puisque d'abord, on sait que Gobert aime bien défendre en drop, donc plus bas par rapport au niveau de l'écran, il attend très bas, il monte pas au niveau de l'écran, il attend plutôt bas pour bloquer l'accès au panier, ok. Quel est l'antidote d'habitude au drop? C'est le pull-up à 3 points, puisque si tu ne montes pas en sortie de l'écran, j'ai de l'espace, je peux dégainer le pull-up à 3 points. Or, il se trouve que Doncic, il a ce pull-up à 3 points, mais pas totalement le pull-up contre le drop. Il aime bien, pour son pull-up, être un peu dans son fauteuil, et c'est pas un mec qui va dégainer le pull-up de manière dynamique en sortie d'écran après une course vers l'avant. Donc, a priori, ça colle pas trop. Et pourtant, on a vu que, en effet, comme on l'avait un peu avancé en hypothèse, en effet, le drop n'a pas marché face à Doncic. Et d'ailleurs, c'était bien qu'on ait Stan Van Gundy qui était au commentaire de cette série, puisqu'en fait, lui, qui est donc ancien coach évidemment, lui, il a noté et il en a parlé dès le match 1. Et donc, on a vu et on a pu entendre très, très concrètement de la part des commentateurs cet aspect de non, on peut pas faire un drop face à Doncic parce que, certes, il a pas forcément le pull-up, il va pas s'arrêter immédiatement en sortie de l'écran comme pourrait le faire un Curry pour punir le drop. Il fait pas ça. Mais par contre, l'élément clé dans ceci, c'est que si Gobert est en drop et qu'il est bas, ça veut dire qu'il y a tout un espace devant Doncic quand il sort de l'écran, il n'y a personne devant lui. Et donc lui, en fait, il profite de cet espace pour aller s'installer sur ses spots dans la raquette. Et en effet, Gobert peut rester sous le panier et empêcher l'accès directement au niveau du panier, mais la force de Doncic, c'est sa carrure, sa puissance, son style de jeu, donc le côté taille plus toucher de balle qui fait que, ok, j'ai peut-être pas un lay-up au panier directement, mais en fait, si je vais à quelques mètres du panier, 1 ou 2 mètres du panier, j'ai mon petit flotteur, j'ai mon petit jump shot à 1 mètre du panier, en fait, ce sont des tirs que je suis capable de mettre, et que j'adore, en fait. Donc, c'est là-dessus où, par exemple, contre n'importe quel autre type de joueur, ça marcherait pas. Enfin, plutôt, pardon, ça marcherait en termes de défense. Là, ça n'a pas marché parce que lui, si tu lui demandes d'aller si tu le laisses aller sur ses spots autour de la raquette et prendre des tirs par-dessus les défenseurs, il est capable, en fait. Il est capable et c'est exactement ce qu'il a fait. Donc, ça peut paraître encore une fois assez paradoxal, mais finalement, lui qui n'a pas forcément ce pull-up à 3 points un peu automatique, comme Curry, comme Lillard, comme Kyrie d'ailleurs, on va y arriver, un peu en sortie de l'écran face au drop, il n'a pas cet antidote-là, mais par contre, il a puni le drop en drivant dans la raquette, en allant sur ses spots, et à partir de là, soit il pouvait scorer, soit il pouvait distribuer si ça aidait sur lui, etc., etc. Et puis, il y a aussi un élément clé là-dedans, c'est le premier rideau. Pourquoi est-ce que OKC faisait un drop et que ça marchait? C'est parce que Chet restait en retrait, mais en premier rideau, on avait donc Lou Dort qui apportait ce répondant physique et qui en fait l'empêchait d'aller sur ses spots, ou quand il y était, le gênait vraiment. Et on a vu qu'en effet, il a fait une série qui était, pas mauvaise, mais pas si bonne que ça au scoring notamment. Et on a vu que le drop de OKC
contre Doncic marchait, mais c'était pas tant Chet, même si un peu, mais c'était surtout Lou Dort. Et donc là, Gobert, meilleur défenseur de drop de NBA, ok, mais sauf que le premier rideau, McDaniels ou Anthony Edwards ou d'autres, hein, bah, c'est mobile, ça peut rester accroché à travers les écrans, mais ça n'a peut-être pas le côté taille ou surtout physique pour le gêner sur ces spots. Donc c'est là-dessus où pareil, contre Denver, si tu traverses l'écran et que tu annihiles le décalage et que Jamal Murray sort de l'écran, il est encore sur sa hanche, un Jaden McDaniels, bon ben voilà, il peut pas dégainer. Il n'a pas l'espace. Il a besoin de cet espace parce que lui, bah, c'est un meneur, quoi. Il a la taille d'un meneur. Alors que Doncic, c'est là où c'est un peu l'anomalie, c'est que c'est un meneur de métier, mais qui a plutôt, voilà, il fait 6-8 de taille, donc il fait la taille de LeBron, ou un peu plus, ou un peu plus gros, enfin on s'en fiche, mais voilà, il y a ce côté où il peut pas être étouffé par la simple donnée un peu de la taille, parce que lui-même est très grand et peut shooter par-dessus. Donc là où tu pouvais étouffer Murray et donc un peu le gêner parce que quand il n'y a pas le décalage, c'est mort. Bah lui, Doncic, s'il n'y a pas le décalage, bah c'est pas grave, je prends le tir par-dessus, je vais sur mes spots, je prends la faute, etc. Donc voilà, ça c'était un peu les prémices qu'on avait dit en preview, c'est ce qui s'est passé dès le début de la série, match 1 et 2, on est resté plutôt sur ce côté drop, et c'est vrai que ajustement qu'on a eu ensuite, enfin, on l'a eu déjà dès le match 1, mais c'était peut-être pas beaucoup. Enfin, je veux dire, ça a été testé, mais très peu souvent sur le match 1 en termes de nombre d'actions sur le match, c'est de ramener un stunt. Qu'est-ce qu'un stunt ? En fait, c'est une aide, quelqu'un qui vient depuis l'aile, qui vient en fait s'interposer sur un drive ou sur une action en tout cas. Donc voilà, c'est un peu cette idée de ramener un troisième homme dans l'action. J'ai en tête sur le match 1 notamment, il y a Nasrid qui fait ça à un moment donné, et on voit bien que bah ouais, c'est un peu l'antidote au drop, parce que ça vient mettre quelqu'un dans cet espace, justement, et donc Doncic peut pas en profiter, mais même là, c'est vrai que, comme dit, on l'a pas vu souvent, et la majorité des fois, on restait en fait en 2 contre 2, en fait, hein, sur le pick and roll, donc sans ce stunt, sans cette aide supplémentaire, et donc Doncic pouvait débouler et aller dans la raquette. Et puis même, en fait, match 2, notamment, qu'est-ce qui s'est passé ? Match 2, on a eu un peu la même chose. Donc pareil, hein, majoritairement du drop, avec 2-3 actions en blitz, parfois un peu pour amener un élément de surprise, mais juste une action comme ça, non. Par-ci, par-là, pardon, je voulais dire. Et non, surtout, quel est l'antidote qu'a trouvé Jason Kidd ? Je pense que vous avez entendu parler de ça. Il a joué beaucoup de ce qu'on appelle les double drag. Donc qu'est-ce que c'est ? Si vous êtes auditeur régulier du Basket Lab, vous le savez, c'est en gros un pick and roll à 2 écrans. Et alors pourquoi est-ce que ça marche ? C'est parce que justement, c'est un peu un antidote, un contre-move assez efficace à ce fameux stunt, à cette fameuse aide qui peut se rajouter sur le pick and roll, emmener un troisième homme sur le pick and roll qui vient se mettre dans l'espace. En fait, si tu fais un pick and roll avec 2 écrans, et 2 écrans qui sont placés très très haut, ça aussi, hein, la hauteur des écrans, c'est clé, et Dallas a posé des écrans très très hauts pour libérer le maximum d'espace derrière, donc voilà, mais comme dit, dans ces pick and roll à 2 écrans, bah forcément, t'as ensuite, il reste plus que 2 mecs dans les corners, forcément. Et donc, si t'as un mec qui doit défendre un poseur d'écran, il peut pas venir faire un stunt sur ensuite l'écran de Gobert, en fait. Donc, notamment pour parler concrètement, pardon. Mais si Mike Conley n'est pas sur l'aile et ne peut pas abandonner un shooter sur l'aile, mais parce qu'il est impliqué dans l'action en tant que défenseur du deuxième écran, bah, il peut pas venir s'interposer. Donc voilà, ça a aussi beaucoup déroulé ce fameux double drag pas mal de fois sur le match 2. Pourquoi ? Bah justement pour éviter ça. Et surtout, l'autre conséquence, c'est que ça permettait d'isoler en fait le côté faible, et notamment, ils ont fait beaucoup avec Towns, qu'ils ont essayé de cibler, non pas face au ballon, mais en tant que défenseur off-ball. Et c'est vrai que Towns, c'est un peu sa faiblesse. C'est-à-dire que la gestion des espaces, la gestion off-ball, on va dire, bah, il faisait pas toujours les bons choix. Donc, en effet, quand sur les pick and roll, là, 2 écrans, tout le monde était très haut, sauf dans le corner opposé, qui c'est qui doit venir aider sur l'action sur l'intérieur qui plonge, bah, c'est le mec corner opposé, donc c'était Towns. Et donc on a vu pas mal d'actions où, en effet, bah, il était en retard, ou alors il faisait pas l'aide, ou alors il restait un peu trop sur le 3 points, de crainte que le Doncic fasse la passe dans le 3 points, mais donc ça libérait, ou en tout cas ça laissait totalement seul Lively ou Gafford qui allait dans la raquette. Sachant aussi que, évidemment, on parle de drop, mais la hauteur des écrans a été assez variable, c'est pas tout blanc tout noir, évidemment, c'est pas un drop, déjà c'était pas un deep drop où il restait très très bas par rapport au niveau de l'écran, Gobert, premièrement, mais puis aussi, surtout, en fait, c'est une question de nuance. Il y a des fois où, bah, forcément, quand une première action, je crois que c'est Kyrie qui fait un pick and roll face au drop, qui met un flotteur, qu'est-ce qui se passe après, l'action d'après ? Bah, Gobert est un peu plus hésitant et donc monte un peu plus. Il reste pas aussi bas, il monte un peu plus. Qu'est-ce que ça libère ? Si tu montes, ça libère le alley-oop dans le dos. Et pareil, c'est voilà, cette hauteur d'écran, faut pas penser en tout blanc tout noir de soit on fait un edge très très haut, soit on fait un drop très bas.
Il y a eu un peu ce jeu de la double menace entre Doncic ou Irving qui était dans la mi-distance face à Gobert, et puis dans le dos de Gobert aussi, on avait Gafford et Lively, et c'est vrai que ça aussi je l'ai pas précisé, mais beaucoup de double écran. Pourquoi est-ce qu'on faisait ça aussi? Donc les fameux double écran, les double drag, parce qu'en fait ça permettait au deuxième écran. Donc en deuxième écran, on mettait le pivot. Hein. Le premier, on mettait un Derrick Jones Jr. par exemple, mais le deuxième, celui qui est le deuxième écran utilisé dans le pick and roll, c'était Gafford ou Lively. Donc, et pourquoi? Parce qu'en fait, on le faisait plonger très vite. Il glissait l'écran et il allait très vite au panier pour justement, en fait, pourquoi? Parce que le but n'est pas forcément de créer du contact au niveau de l'écran. C'est pas tant ça qui importe dans l'action. Le but, c'est plutôt de plonger vite au panier. Pourquoi? Pour représenter une menace de lob. Et donc pour forcer Gobert à reculer. Et donc, forcément, c'est aussi l'utilité de ces double drag, c'est que non seulement tu empêches d'avoir un mec sur l'aile un peu libre qui peut venir s'interposer et se rajouter dans l'action défensivement, mais en plus, donc, ce double écran, ça permettait que le premier écran soit l'écran qui essaye de faire un décalage. Donc voilà, Derrick Jones Jr., il essayait de vraiment poser un bon écran. Et puis comme ça, le deuxième, Lively ou Gafford pouvait glisser l'écran. Voilà, aller le plus vite possible dans le dos pour faire reculer Gobert, ou alors, si Gobert ne reculait pas, pour représenter une menace de alley-oop. Donc voilà. Donc ça, c'est les matchs 1 et 2 où le drop a été utilisé majoritairement, et il y a plein de solutions qui ont été trouvées via écran glissé, via simplement, tu donnes l'espace, je vais dedans, je vais sur mes spots, et je prends le tir, les double drag qui ont bien aidé, etc., etc. Match 3, qu'est-ce qu'on a fait? Match 3, on a dit, côté Minnesota, on a dit, allez, on change tout, en tout cas, ils ont littéralement tout essayé en termes de couverture défensive par rapport à Gobert. Donc c'est-à-dire que on a fait du drop, on a fait aussi du edge, on monte au niveau de l'écran, on a fait aussi des blitz. Donc blitz, c'est plus agressif, hein, le référence d'ailleurs le blitz, hein, vous connaissez le blitzkrieg, je crois que c'est ça la tactique militaire de l'époque. Bref, donc couverture très agressive de je monte plus haut que l'écran, même je fais une prise à deux en fait sur le porteur de balle. Donc voilà, on a tout essayé. Quel est le problème que j'ai même pas encore détaillé avec Doncic? Pourquoi est-ce que même sur le match 1 ou 2, parfois ça faisait un peu des edges, ça montait un peu plus haut que le drop et que ça se faisait punir? Ben voilà, justement, c'est ça le problème, c'est que Doncic en fait est capable de tout punir. Donc, en un sens, on a essayé le drop d'abord parce que c'est le truc où on se dit bon, ça limite les dégâts. Parce que en fait, si on fait une prise à deux sur Doncic, si on monte un peu haut sur l'écran, même pas forcément très haut sur l'écran, mais même au niveau de l'écran, ça fait que si le poseur d'écran va vite, plonge vite au panier, ça crée de facto un 2 contre 1 au niveau de l'écran, même si, comme dit, il n'y a pas besoin d'être très agressif, mais si l'autre roule vite, ça fait un 2 contre 1, et donc forcément un décalage que Doncic peut exploiter, de par son passing, en passant par-dessus. D'ailleurs, pareil, hein, même quand il y a eu des edges, donc, mais il y a aussi eu des blitz très agressifs, et donc où il y avait toute la longueur et toute la taille de Rudy Gobert qui, normalement, pourrait étouffer n'importe qui, mais face à Doncic, en fait, Doncic arrivait à passer par-dessus. Parce qu'il a la taille lui-même, et puis c'est pas, voilà, il a les qualités de passing pures, on va dire, et puis en plus, c'est pas un mec qui fait 6-3, c'est un mec qui fait 6-8, donc voilà, c'est aussi le pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu autant de prises à deux, même prises à deux très agressives pour essayer de le faire lâcher la balle, c'est parce que le problème c'est qu'il peut passer par-dessus, donc il n'est pas tant que ça perturbé par ce genre de prise à deux agressive, et puis il passe par-dessus, et même en faisant des bons choix, quoi. Donc il est capable de lire la défense et de faire le bon choix, même si tu mets une pression sur lui et que tu te dis, bon voilà, l'envergure de bras de Gobert, ça va pas marcher. Bref, je me perds, avançons. Donc drop sur les 2 premiers matchs, un peu de tout. Match 3, donc on a un peu tout essayé littéralement pour avoir cette stratégie globale de, on veut un peu le surprendre. C'était un peu ça l'idée, c'est-à-dire on va pas rester dans un schéma où forcément, au bout d'un moment, Jason Kidd a compris, Doncic a compris, donc on s'adapte, on fait ça. Non, là ils y allaient un peu en mode, on va changer, j'exagère, mais un peu, chaque possession on va un peu changer de couverture comme ça, mais il sait pas à quoi s'attendre, il sait pas quoi faire. Et puis donc ensuite, match 4, là on est revenu sur du drop, et j'ai fait une vidéo là-dessus si ça vous dit d'aller voir. Et là ça a été leur meilleure performance défensive. Pourquoi? Parce que en fait, plutôt que de jouer avec la hauteur de l'écran de Gobert, plutôt que de jouer sur ça, on a dit, ok, on revient sur le drop classique, mais on va protéger ce drop. Et donc, tu restes bas par rapport au niveau de l'écran. L'inconvénient, on l'a vu, c'est que ça donne de l'espace pour pénétrer assez loin dans la raquette et aller sur ses spots, prendre ses tirs. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va protéger ce drop avec les fameux stunts. Et là, on l'a pas eu qu'une fois de temps en temps, on n'a pas eu que sur le match 1, Nasrid qui fait ça et puis Conley qui fait ça. Non, vous regardez le début du match 4, et même tout le match 4, en fait, c'est ça tout le temps. Tout le temps, vous avez le mec qui est sur l'aile, qui en fait vient s'interposer et qui vient il vient se rajouter. Comme dit, allez voir en vidéo si ça vous dit de voir concrètement. J'ai fait une vidéo là-dessus, mais vraiment c'est Doncic qui sort de l'écran,
Gobert est bas, donc bon, il peut se dire, Doncic se dit, bon, bah, s'il est bas, je peux sortir de l'écran et j'ai de l'espace pour avancer et aller sur mon flotteur. Mais en fait, non. En fait, non, parce qu'il y a Jaden McDaniels qui, depuis l'aile, descend un tout petit peu, il abandonne son shooter et puis il se met un peu dans l'espace. Donc Doncic est obligé de changer de direction, il peut pas avancer nord-sud. Soit Mike Conley qui se met dans l'espace et qui empêche Doncic de prendre de la vitesse, soit sinon Mike Conley ou un autre, n'importe qui en fait n'est pas côté Doncic mais qui est côté de Gafford, côté du mec qui plonge au panier. Et donc ça permet en fait que Mike Conley vient faire un bump, donc littéralement il bouscule, il fait un tag, on dit parfois aussi le terme technique tactiquement, pardon. Et en fait il vient gêner, il vient bousculer un peu de manière légale, il vient s'interposer sur le roll, R-O-L-L, de l'intérieur. Et donc qu'est-ce que ça permet, c'est que si Gafford il peut pas plonger librement au panier comme au match 1 et 2, s'il peut pas aller au alley-oop ou aller au roll au panier librement, parce que quelqu'un vient le bousculer, la conséquence directe c'est que Gobert n'a pas à se soucier dans son dos du alley-oop. Et donc Gobert en fait dans son esprit il est plus en 1 contre 2. Gobert quand il sait qu'il a une aide derrière qui va couvrir le rollman, le mec qui plonge au panier après l'écran, il peut rester sur Doncic. Et il n'y a pas du tout cette crainte de je dois gérer et le flotteur et le alley-oop dans le dos, et c'est compliqué. Et c'est ce qu'on a vu au match 1 et 2, c'est que c'était compliqué. Donc voilà, ça c'était le match 4, et ça a été la meilleure performance sur demi-terrain, clairement, de Minnesota, c'est ce match-là, avec ce genre d'ajustement. Et même là, premièrement, le shot-making de Dallas sur ce match-là n'était pas fantastique, et y compris donc sur ce tir-là, même si il y a des raisons tactiques, comme dit, ces fameux flotteurs étaient un peu plus contestés que d'habitude, ok, mais tout de même, c'était des tirs que parfois Dallas pouvait mettre, qu'ils n'ont pas mis, mais ça arrive, ce genre de variance parfois d'un match à l'autre. Et puis surtout, deuxièmement, même là, on a vu un ajustement. Je pense que je l'ai même pas encore explicité, mais Jason Kidd, excellentissime série, encore une fois. C'est-à-dire que premier tour, il a battu Tyronn Lue sur des choix tactiques, ok. Deuxième tour, il a battu Mark Daniel sur le plan tactique également. C'est pas que la force de Dallas et de Doncic d'avoir une superstar, etc. Non. Il y a des vrais choix tactiques qu'on a déjà développés. Si ça vous intéresse d'aller écouter le bilan de OKC Dallas. Mais là, c'est pareil. Donc, on a cet ajustement de dire on va apporter un 3e homme sur le pick and roll, un stunt très très agressif depuis l'aile et parfois même à la fois l'aile et aussi depuis le corner. Donc, on avait parfois 2 mecs dans la raquette. Un en haut de raquette, Conley qui faisait le bump, et puis ensuite Naz Reid qui était en bas qui attendait, ou alors Karl Anthony Towns. Mais donc, ajustement sur la deuxième mi-temps de Jason Kidd, qu'est-ce qu'on fait? On sort de la mi-temps, et troisième quart-temps, on attaque et on enchaîne en fait des Spain pick and roll. Et donc, qu'est-ce que le Spain pick and roll? C'est un pick and roll normal, tout en haut du terrain, on a un pick and roll. Et qu'est-ce qu'on fait? On rajoute en fait un troisième mec, un troisième attaquant. Donc en l'occurrence, c'était Derrick Jones Jr. qui vient poser un écran dans le dos du défenseur en drop. C'est-à-dire que, forcément, Gobert, s'il y a quelqu'un qui vient l'empêcher de reculer, il peut plus reculer et rester en drop. Et donc, qu'est-ce que ça a permis? C'est que ça venait un peu être un contre-move à ce drop. Grâce au stunt, on avait le drop qui... je dis beaucoup de mots compliqués, pardon, mais... excusez-moi, j'ai beaucoup de termes techniques, mais on va essayer de résumer. Drop, c'est on restait bas par rapport au niveau de l'écran. Il pouvait faire ça parce qu'il était protégé avec des aides en plus sur les côtés, ok. Mais sauf que Jason Kidd, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des Spain pick and roll, donc avec quelqu'un qui vient empêcher Gobert de reculer. Et donc ça a fait 3-4 actions d'affilée où une première fois c'est perturbé, donc Doncic peut aller autour. Une deuxième fois ça libère le alley-oop parce que ça crée un 2 contre 1 à cause de l'écran de Gobert qui peut pas reculer. Une autre fois encore que ça a été joué et ça libère un pick and pop pour Maxi Kleber, que d'ailleurs il ne prend pas, mais techniquement le tir était là, le tir était ouvert, etc. Et en plus avec un côté où ça a été fait souvent en libérant tout un quart de terrain opposé, donc on n'avait même pas ce côté... il n'y avait même pas un aspect où il restait un défenseur de l'autre côté qui pouvait venir encore une fois s'interposer, compenser. Non. On libérait toute la moitié de terrain, tout le quart de terrain droit, par exemple, et on arrivait sur la gauche. Et donc comme ça, on avait certes le côté gauche qui était congestionné, mais c'était un peu le but, quoi. C'était un peu le but, et qu'on n'ait personne qui puisse aider comme en première mi-temps. Donc voilà, un exemple comme ça, si ça vous dit d'aller le voir sur YouTube, encore une fois, il y aura peut-être plus les images, mais grosso modo, on s'en fiche. Retenez juste ce côté où l'ajustement, ça a été de rajouter un 3e homme dans le pick and roll, côté Minnesota, et que même là, Jason Kidd a réussi à trouver la parade avec pas mal de Spain pick and roll. Et d'ailleurs, sur la deuxième mi-temps du match 4, ça a quand même été un peu plus facile pour Dallas, parce que les solutions ont été trouvées. Et pareil match 5, où, match 5, il y a un côté aussi surchauffe à 3 points qui a aidé. Mais même là, on a vu que, en fait, ne serait-ce que dans la manière où on organisait le terrain, et c'était déjà le cas au deuxième mi-temps du match 4, mais match 5, on a un peu continué là-dessus, où, sachant que les mecs veulent aider depuis l'aile,
il suffit de pas mettre un attaquant depuis l'aile, en fait. Voilà, ça paraît très bête, hein, mais c'est juste, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on organise notre occupation du terrain? Plutôt que faire d'arriver Doncic vers un côté où il y a un mec sur l'aile, un shooter sur l'aile et un shooter dans le corner, et donc il y a des défenseurs qui peuvent s'interposer, côté fort donc, en fait on faisait juste un mec, on le faisait arriver vers un côté du terrain où il y avait personne sur l'aile et éventuellement peut-être un mec dans le corner, mais c'est pas pareil parce que s'il est dans le corner, le défenseur, ça veut dire qu'il peut aider, s'il veut, il peut abandonner, mais il peut pas aider en début de drive. C'est ça un peu la clé. C'est que les mecs arrivaient à aider en début de drive et donc un peu à empêcher Doncic d'aller, encore une fois, d'aller sur ses spots, de gagner un peu en momentum et d'aller sur ses spots. Ben là, voilà, si le mec est dans le corner, il peut aider s'il veut au panier, mais Doncic est déjà un peu arrivé lancé, quoi. Et même, voilà, tu peux aider si tu veux, mais je suis déjà dans la raquette, quoi. Donc voilà, c'est tout l'intérêt, et c'était aussi la tactique de Minnesota, c'était d'arriver à le stopper le plus tôt possible. Or, là, ben voilà, ajustement aussi en termes d'organisation du terrain qui n'a l'air de rien, mais qui en fait qui est pas du tout du hasard. Hein. C'est pas du tout du hasard. Et puis en plus, il y a le fait que Doncic lui-même, sachant que ça vient aider depuis les stunts, on a vu que ben voilà, il était à l'aise, il savait que ça arrivait. Donc il y a une question de dribble aussi, de nuance, de maîtrise, de je sais que ça vient, donc je sais comment je peux aller ici puis là pour le contourner, etc., etc. Bref, donc ça c'est le fameux duel sur pick and roll. Voici un peu le récit tactique de comment ça s'est passé match après match sur cette série. C'est vrai que plus globalement, pour rester un peu sur ce thème-là, mais plus globalement, en quoi l'ajustement du match 4 avait été bon pour moi, c'est que peut-être que sur le début de la série, je trouve que les Wolves respectaient un tout petit peu trop le spacing de Dallas. Voilà, Dallas a des shooters capables qui ont été en réussite sur les playoffs, hein, on peut le dire assez clairement, vous le savez, mais voilà, je pense qu'il y avait peut-être moyen d'abandonner encore plus, et c'est ce qui a été fait au match 4 en se disant, voilà, on fait des stunts, on les fait agressivement. Et d'ailleurs, on a vu qu'ils n'ont pas été tant que ça punis. Il n'y a pas eu tant que ça de kick-out pour des shooters ouverts, et il n'y a pas eu tant que ça de shoot ouverts de Dallas qui ont été rentrés et qui ont un peu puni ce dézonage, en fait, hein, des mecs qui viennent s'interposer en plus sur le pick and roll. Et voilà, c'est vrai que c'est peut-être un petit regret pour moi, c'est que je m'attendais peut-être à plus. Je m'attendais à des schémas peut-être plus agressifs encore, avec un spacing de Dallas qui est pas parfait, donc un peu moins respecté que ça n'a été le cas au final sur la série. Et puis c'est vrai que pour dézoomer un peu, pour aller sur une échelle peut-être un peu plus macroscopique et stratégique, plus que microscopique et taxique, comme on vient de décrire un peu précisément là sur les actions précises sur le terrain, mais c'est vrai que c'est un peu mon regret, c'est que finalement, je m'attendais et j'espérais peut-être que Minnesota respecte un peu moins le spacing de Dallas. Parce qu'en effet, Dallas a des shooters corrects et capables, qui d'ailleurs ont été un peu en feu sur ces playoffs, et même là encore, ils ont mis pas mal de tirs sur cette série, quoique, peut-être moins que contre OKC, mais bref, je m'attendais un peu plus à ça en fait. Parce que c'est vrai que d'un point de vue philosophique, on l'a expliqué, mais Doncic, c'est pas un porteur de balle classique dans le sens où il n'y a pas ce côté vivacité, création de décalage, création de petit espace que je vais ensuite exploiter. Enfin si, il peut le faire, mais même s'il n'y est pas là, cet espace, c'est pas grave pour lui. Il peut quand même te rentrer dedans, affronter un peu frontalement. Il y a un peu cette notion de duel physique. C'est pour ça d'ailleurs que Lu Dort était à ce point un bon match-up défensif, enfin pour OKC, mais contre anti-Doncic. Voilà, il y a un peu ce style de jeu, un peu très frontal, un peu très très gros. Dallas est gros en défense, hein, très très grand, très imposant, très long en défense. Mais ils sont aussi un peu gros, un peu rentre dedans aussi en attaque en fait, grâce à Doncic et grâce à cette qualité-là. Donc c'est vrai que il y avait un peu ça. Et je trouve que peut-être que finalement, quand enfin au match 4, on a vu des stunts très agressifs pour abandonner des shooters, déjà premièrement, on a vu que Dallas n'a pas tant que ça puni. Il n'y a pas eu tant que ça de tirs ouverts qui ont été pris ou rentrés par rapport à avant, premièrement. Et deuxièmement, c'est vrai que je m'attendais un peu plus à ce que Minnesota arrive à déplacer le point de tension et même en fait la nature du duel. C'est-à-dire, bon mais ok, on n'a pas le personnel du tout pour affronter Doncic un peu sur ce côté frontal, direct, que ce soit isolation, il peut nous rentrer dedans, il peut même aller au panier sur ses spots, quoi qu'on fasse, même s'il va avec son rythme très lent, il va sur ses spots tout de même, ou que ce soit sur pick and roll, ou voilà, il peut même face à un drop, et même face au meilleur défenseur de drop qu'on a eu depuis 10 ans, Gobert, il peut quand même aller sur ses spots, il peut rentrer dedans, il peut aller sur son flotteur. Voilà, il y a un truc très, très dans le duel, et si t'as pas les armes, et Minnesota n'avait pas les armes un peu physiques pour le stopper en premier rideau notamment, c'est compliqué. Et donc je m'attendais un peu plus à ce que Minnesota ne se laisse pas embarquer dans ce genre de nature d'affrontement, un peu côté duel, un peu duel direct, frontal, mais qu'ils arrivent un peu plus à déplacer ça sur un aspect
de mouvement. Parce que eux, pour le coup, c'est une défense d'élite, la meilleure de NBA sur la défense dans l'espace, justement. Donc, certes, il y avait peut-être un côté où le passing de Doncic, bah oui, c'est risqué parce que si tu mets trop de pression sur lui, il peut trouver le joueur ouvert et puis ça fait un tir ouvert et puis ça fait panier. Ok, on l'a vu. Et on l'a vu que sur pick and roll, quand le défenseur du pick and roll faisait trop de pression, il pouvait être puni. Ok. Mais déjà, pas tout le temps. Et d'ailleurs, quand il y a eu un peu des blitz, pas réguliers, justement, un peu occasionnels, match 1 et 2, on a vu que derrière, il y avait des bonnes rotations. Je pense à une passe un peu loufoque, enfin loufoque non, un peu dingue de Doncic par-dessus Gobert face à un blitz. Il arrive à donner la passe à libérer pour Gafford un peu au niveau de la ligne des lancers francs, mais sauf que derrière, il y a une rotation de Anthony Edwards, qui vient faire une interception. Donc voilà, il y a un peu cet aspect-là. Et donc, deuxièmement aussi, à quel point est-ce que ça aurait pas valu le coup d'éviter cet affrontement un peu direct de duel en faisant des prises à deux, pas que sur pick and roll, mais même sur isolation ou même avec des aides agressives, et en fait de forcer Dallas à te battre et de forcer en fait les role-players à te battre. Ok, ça aurait créé dans le lot pas mal de tirs ouverts pour des PJ Washington, pour des Derrick Jones Jr., Josh Green, etc., mais à quel point c'est pas un peu ce que tu préfères, quoi. En fait, il faut juste, et c'est ça qui a été mal fait parfois, notamment par Towns, on l'a décrit, mais c'est que parfois le choix était mauvais. Parfois tu mettais de la pression sur le ballon, et sauf que le problème c'est pas la pression sur le ballon, c'est le fait que Towns il choisissait de rester sur le shooter à 3 points parce qu'il avait peur du 3 points et qu'il croyait que Doncic le manipule, il fait genre je vais passer à 3 points. Le problème c'est pas tant la pression sur le ballon, c'est le fait que le cercle ne soit pas couvert. Mais je m'attendais un peu plus à ce que, pour éviter ce côté affrontement direct, il n'y ait pas plus des schémas agressifs. Des schémas agressifs sur le ballon, sur le pick and roll, sur de l'isolation où on apporte des aides, sur donc des stunts aussi off-ball, comme on a dit, ou surcharger le terrain depuis le mec dans le corner côté faible qui vient se mettre dans la raquette en plus. Voilà. Ce genre de schéma qui aurait permis, et qui ont d'ailleurs permis match 4, qui ont permis de faire lâcher la balle en fait à Doncic et Irving, et que ce soit les autres qui te battent. Il y a des actions comme ça, match 4, donc le match des fameux stunts, où Irving lâche la balle, et donc ça atterrit dans les mains de Dante Exum, qui sort de nulle part et est obligé de faire un drive contre Mike Conley. Ok, il le met, mais en fait, t'es content. T'es largement content. Il y a d'autres actions comme ça aussi, où, oui, quand tu mets beaucoup de pression sur le ballon, mais aussi que derrière tu compenses et que tu aides au panier, et que t'es déjà très tôt dans l'action, en rotation, en pré-rotation, et que t'empêches une passe facile à l'intérieur, ouais, ça ressort à 3 points, et puis t'es content de concéder ça. Hein. Le fameux match 4, il y a une énorme quantité des tirs de Dallas qui sont pris à 3 points, mais comme dit, c'est pas de l'idéologie, hein, c'est pas du 3 points pour le 3 points. C'était un peu par dépit. C'est parce que la raquette était bouchée, la fréquence de tir au panier autorisée sur ce match-là était très faible, et le très haut total de tirs à 3 points, mais c'était un peu parce que, voilà, c'est ce que voulait Minnesota, quoi. Donc là-dessus, je suis un peu déçu. J'étais un peu déçu parce que je trouve que dans la philosophie, dans la nature de cet affrontement, c'est un peu Dallas qui a dicté ses règles, et je m'attendais à ce que Minnesota soit capable d'être agressif et de devenir proactif pour justement empêcher ce type d'affrontement et forcer donc des kick-out ensuite, et que tu peux compenser, parce que c'est ça aussi la force de Minnesota, c'est de compenser. C'est pas que faire une aide agressive, c'est que derrière, ils ont des mecs qui sont capables de faire la 2e, 3e, 4e, 5e rotation de la possession avec la bonne réactivité, la bonne longueur, etc. quoi. Ils sont élites là-dessus, sur la défense off-ball. Donc, voilà. Assez déçu que Minnesota n'ait pas réussi à faire basculer la série vers ça. Parce que ils auraient été capables, et en plus, ça aurait permis de tester un peu les autres. Et au pire, si tu te fais battre parce que PJ Washington, il met 60% de ses tirs à 3 points toute la série, ok. Mais sauf que d'un point de vue probabiliste, t'as plus de chances de t'en sortir avec ça, de gagner, et qu'ils mettent pas ces tirs-là, que l'inverse, que ce soit Doncic qui puisse prendre tous ses tirs au panier, sur flotteur, etc., quoi. D'autant plus déçu que c'était peut-être la seule équipe de NBA ou une des seules à pouvoir faire ça en termes de personnel, en termes d'escouade, des déliés qui auraient pu faire ces schémas agressifs, compenser, mettre de la pression, etc., etc. Peut-être que ça n'a pas été fait par crainte du passing de Doncic, mais c'est dommage. C'est dommage parce que, à mon avis, il y avait un truc à gratter un peu plus, je trouve. Autre élément aussi dans cet aspect-là, c'est vrai qu'on l'avait un peu... On se posait la question, en tout cas en preview, et en effet, on a vu que Kyle Anderson a joué beaucoup plus de minutes que sur la série d'avant, parce que, comme dit, l'importance du match-up direct avec Doncic, elle est énorme. Et surtout, tu as besoin d'un match-up particulier. Et autant Jamal Murray, il s'est fait étouffer par Jaden McDaniels, mais aussi Nickeil Alexander-Walker, qui est petit, qui est plus petit, mais surtout excellent navigateur d'écran, étouffant, etc., etc.
Autant là, ça pouvait pas passer, en fait. Et d'ailleurs, on a eu très très peu de possessions où Alexander Walker était sur Doncic. Donc on a été un peu obligé de ressortir de sa boîte Kyle Anderson un peu plus que d'habitude, parce que Kyle Anderson, bon, il a pas une vitesse latérale, une vitesse de pied qui est énorme, mais par contre, il est grand, il est très très long, il est costaud, donc c'était un meilleur match-up. Et donc c'est comme ça que, plutôt que d'avoir un Nickel Alexander Walker qui de suite se faisait attaquer un peu directement, frontalement par Doncic, qui soit l'amenait au panier, soit faisait pull-up à 3 points par-dessus, on a eu beaucoup plus une rotation avec Anthony Edwards, qui est assez costaud, même si pas assez, mais qui est assez costaud. McDaniels aussi, en début de série. Et puis donc Anderson, beaucoup plus la série avancée, beaucoup de Kyle Anderson pour sa présence défensive, mais forcément ça a une autre conséquence, et on y reviendra tout à l'heure, c'est que quand t'as Kyle Anderson, ça fait un non-shooter en plus sur le terrain. Et c'était un peu la crainte qu'on avait. Bon bref, on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, Kyle Anderson qui a été aussi mis beaucoup sur le terrain pour ça, hein, pour ce côté match-up direct, parce que t'as besoin d'avoir de la taille face à Doncic. C'est pas un meneur comme les autres, donc très important. Et puis oui, bon, je l'ai pas dit, mais pas mal d'isolation aussi de Doncic, si je crois que j'ai déjà dit, mais pas que pick and roll, je veux dire. Il y avait pas mal de fois où il pouvait attaquer sur isolation et aller au panier sans écran, donc ça c'était forcément bien. Et puis l'autre force qu'on avait aussi soulevée avec cette équipe de Dallas, c'était la différence avec Denver, hein, souvenez-vous, c'était l'aspect où finalement, Denver, le pick and roll, pourquoi est-ce qu'il a aussi peu marché, c'est que la force du pick and roll sur le pick and roll Jamal Murray, Jokic à Denver, la force c'est Jokic. C'est lui qui dicte les couvertures défensives de par sa menace au scoring. C'est lui qui peut débloquer les actions avec son passing, avec son scoring, etc. etc. Voilà, c'est pas pareil si tu mets Gobert ou Karl Anthony Towns et que tu fais des prises à deux, enfin en tout cas des couvertures spéciales Jokic, comme on a vu. C'est pas pareil de faire un pick and roll Jamal Murray Aaron Gordon. Ça débloque pas le même jeu. Donc t'es un peu obligé d'en passer par là. Alors que, on avait dit, la grande force de Dallas, c'est que eux, leur force sur pick and roll, c'est pas le poseur d'écran, c'est pas l'intérieur en tout cas, c'est plutôt le porteur de balle. C'est Doncic et c'est Irving. Et donc, qu'est-ce que ça a permis ? Ça a permis en effet de cibler un peu tout le monde. Le pick and roll Jamal Murray Jokic, t'es un peu obligé de. C'est pas toi qui peut dire qui est-ce que tu attaques. Tu attaques avec Jokic, et donc t'es un peu obligé d'aller te frotter à Gobert et à Karl Anthony Towns. Alors que là, forcément, quand la grande force du pick and roll, c'est le porteur de balle, en fait, tu peux faire venir en tant que défenseur du poseur d'écran n'importe qui. Donc en effet, on a eu pas mal de séquences qu'on a développées qui étaient assez passionnantes de l'attaque de Gobert, ok. On a eu aussi pas mal d'attaques de Towns, forcément, qui est beaucoup moins bon défenseur de pick and roll, donc ok. Et puis aussi beaucoup de Mike Conley. Et Mike Conley, on peut rapidement aller sur lui, mais le problème dans la série, c'est que il a pas été très bon défensivement en tant que, il a été bon, activité off-ball notamment, il a été vraiment bon là-dessus, mais c'est vrai qu'il a créé beaucoup de décalage pour Dallas. Pourquoi ? Parce qu'il se faisait cibler. Et que Mike Conley, on veut pas que lui, il switch sur les écrans. C'est le seul à ne pas trop switcher de manière un peu automatique, ou même pas de manière automatique, mais on veut pas qu'il switch parce que il est compétent, mais il est petit. Donc, en plus, contre Dallas, comme dit, t'as pas envie de concéder de gros mismatchs. Donc, ça ne switchait pas. Et donc, quand tu ne switches pas, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que tu es obligé de faire un hard edge. Tu montes très haut sur l'écran pour gêner le porteur de balle le temps que le défenseur traverse l'écran. Puis, tu reviens sur ton attaquant. Mais forcément, c'est un type de couverture qui est fait pour ne pas switcher, mais qui donc est un peu agressif, ou en tout cas un peu risqué. Donc, quelle était la parade ? C'est que il y a forcément des actions où le poseur d'écran partait de l'autre côté. Quand Mike Conley il montait haut pour faire son hard edge, le pick and pop il partait de l'autre côté très vite. Voilà, ça, quand c'était pas un pick and pop ouvert, ça permettait aussi ensuite d'attaquer un close-out, d'aller au panier, de faire une extra passe, etc. etc. Donc, Mike Conley, pourquoi est-ce que je disais que c'était l'anti-Kyle Anderson ? C'était que, il a un peu été gênant en défense, non pas sur son niveau à lui, mais sur le fait que les compromis défensifs que tu es obligé de faire avec, c'est-à-dire tu es obligé de défendre avec un certain type de couverture quand lui il défend en tant que poseur d'écran, enfin il défend le poseur d'écran. Mais alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on l'avait sur le terrain si il a été autant ciblé par les Irving et les Doncic, pourquoi est-ce qu'il a été autant sur le terrain ? Parce que tu en as besoin en attaque. Donc c'est un peu l'inverse d'Anderson qui lui t'en avait besoin en défense, mais tu avais le compromis offensif. Je pense que Mike Conley c'était tout l'inverse. Mike Conley, on va y arriver tout à l'heure, mais qui était une des meilleures sources d'attaque de Minnesota. Donc voilà, ça de facto en tout cas, puisqu'on décrit un peu ça, il a été très souvent ciblé. Donc forcément ça a aidé Dallas parce que, comme dit, pas un switch, donc couverture un peu différente qui crée un décalage que tu es capable d'exploiter. Et puis pareil pour Towns, qui ne fait pas un drop évidemment parce qu'il n'a pas du tout les atouts pour faire un drop et contrôler l'espace comme Gobert. Il est un peu plus cata sur la gestion des petits espaces, donc lui pareil, on fait un hard edge comme Mike Conley, tu montes très haut, au-delà du niveau de l'écran, tu gênes le porteur de balle et ensuite tu reviens sur ton attaquant.
Et en un sens, ça a plutôt pas mal marché, parfois. Après, c'est vrai que la grande force des Wolves, c'est que en fait, le ciblage de ce genre de mauvais défenseurs a été largement atténué, pardon, hein, mais par la présence de Gobert. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que l'affrontement direct et le pick and roll face à Gobert était primordial, c'est que on voulait l'impliquer dans l'action. On voulait l'impliquer en tant que défenseur du poseur d'écran. On voulait qu'il soit sur le ballon. Forcément, parce que quand il n'est pas sur le ballon et quand on ne le fait pas venir sur le ballon et sur l'écran, sur le pick and roll, bah, qu'est-ce qui se passe? Ok, t'as peut-être Mike Conley ou Karl Anthony Towns qui doivent faire leur truc à eux, leur edge, et donc ça crée un décalage derrière. Mais sauf que Dallas a pu punir, évidemment, mais peut-être pas autant qu'ils auraient pu face à une autre équipe, parce que bah, si Gobert n'est pas sur l'écran, il est dans la raquette. Et vraiment, ça, c'est un truc où, pour le coup, si vous regardez pas le match un peu en détail, un peu en longueur et en faisant pause ou en regardant de plus près, vous remarquez pas à quel point, à chaque fois, la présence de Gobert, en fait, c'est invisible, mais ça annihile des tirs au panier. Voilà, concrètement, il y a des fois où il y avait un pick and roll où on essayait d'impliquer Mike Conley, on le ciblait, ok, donc Irving fait venir Derrick Jones Jr., Mike Conley fait son truc, il monte haut, mais donc Jones part dans le dos, ok, il y a une petite passe par-dessus, sauf qu'ensuite au panier, Derrick Jones Jr., il est gentil, mais sauf qu'il doit affronter Gobert, quoi. Parce que Gobert, il est pas du tout sur l'écran, il est proche de la raquette. Donc, voilà, soit le tir était effacé, soit même Jones prenait pas le tir. Puis pareil pour Washington, hein. Quand on faisait un écran avec Washington pour impliquer Karl Anthony Towns, ok, il y a un petit décalage, et des fois ça a marché. Il y a aussi des fois où il recevait le ballon avec un temps d'avance, avec un décalage, mais il pouvait pas aller au panier, parce qu'il y avait Gobert. Et vraiment, moi, c'est un travail invisible, comme dit, en tout cas que beaucoup ne remarquent pas ou ne veulent pas remarquer, je sais pas, parce qu'il y a aussi beaucoup de mauvaise foi autour de Gobert, mais franchement, vous allez voir les chiffres, mais je vais même pas les citer parce que j'aime pas trop sur d'aussi petits échantillons, mais si on fait un peu confiance à notre analyse action après action de cette série, l'impact et le rayonnement de rim protection de Gobert est phénoménal. Et à mon avis, c'est ce qui a permis énormément d'atténuer ce ciblage de Towns et de Conley qui aurait pu, pour n'importe quelle autre équipe, être largement fatal. Si c'est pas Gobert, si c'est un Miles Turner, si c'est un Porzingis, bon, peut-être que ça défend un peu, mais c'est pas autant, quoi. Donc le côté, Turner ou Porzingis ou des mecs comme ça, mais je prends même pas des mauvais, hein, vous avez compris, je prends même des bons protecteurs de panier, ils sont bons pour empêcher ou défendre, ils sont bons pour défendre les tirs qui sont pris au panier, mais ils n'ont pas ce rayonnement de dissuasion. Avec Gobert, on avait cette dissuasion, donc ça a largement permis d'atténuer ce ciblage, même si tout de même Dallas a quand même réussi à générer des points, on est d'accord, mais Gobert, heureusement, a sauvé pas mal les meubles. Pas mal de meubles, j'allais dire. Non, il a sauvé les meubles, il a sauvé pas mal de choses, si on devait parler correctement. Mais voilà, c'est un peu... Vous voyez que c'est pas non plus tout blanc, tout noir, mais il y a un aspect où Dallas peut cibler plusieurs personnes et plusieurs poseurs d'écran. Et de l'autre côté, pourquoi est-ce qu'ils ont aussi insisté à ce point sur Gobert? C'est pas juste parce que le pick and roll marchait hyper bien face à Gobert. C'était pas non plus spectaculaire à ce point, même si c'était pas mal, mais c'est aussi le fait que on a besoin de l'impliquer sur l'écran parce que si on l'implique pas sur l'écran, forcément, on peut moins facilement attaquer les autres. On peut attaquer Mike Conley si tu veux, mais sauf qu'il y a Gobert derrière, donc t'es obligé de te contenter de prendre le pick and pop ou le tir mi-distance ou de faire une extra passe une fois que t'es sous le panier, etc., etc. Bref, donc tout de même, souligner l'impact de Gobert qui a été assez immense, je trouve. Et comme dit, vous pouvez aller voir les chiffres avec et sans lui. Même pas les chiffres de defensive rating, mais juste le nombre de tirs autorisés au panier, ce genre de choses. C'est assez spectaculaire. Mais bref, qu'est-ce que j'avais aussi? Oui, rapidement, Jaden Hardy, assez incroyable, hein, ce côté Factor X qui a été sorti sur la série contre Dallas et qui là en fait a eu la même utilisation, c'est-à-dire il y a deux aspects. Il y a un aspect où il a joué, d'habitude c'était Tim Hardaway Jr. qui jouait et qui était un peu un moteur de la seconde unit avec notamment beaucoup de jeux en sortie d'écran, des stagger sets, des pin down, etc. Donc des jeux en sortie d'écran. Sauf que maintenant qu'on est en playoff et assez loin en playoff, il n'y a pas tant que ça ce genre de système qui sont appelés, c'est plutôt soit Kyrie, soit Luka. Voilà, c'est soit l'un soit l'autre. Et donc, plutôt que d'avoir Tim Hardaway Jr. qui est pas trop en forme, on aime bien utiliser Jaden Hardy. Pourquoi? Parce que, en fait, on a un côté porteur de balle, déjà, sur des actions un peu secondaires, ou sur l'improvisation, sur la transition, il peut porter la balle, il peut dribbler, il peut créer, donc ça c'est bien. Et puis surtout, c'est un fameux stunt beater. Les fameux stunts que j'ai décrits un peu, le côté Mike Conley, t'as Jaden Hardy qui est sur l'aile, Mike Conley l'abandonne pour gêner et pour se mettre dans la raquette et empêcher le drive de Doncic ou de Irving. Qu'est-ce qui se passe? Et notamment Irving, parce qu'il a beaucoup joué avec la seconde unité avec Irving, quand tu as sur l'aile un Jaden Hardy qui peut soit shooter, soit attaquer le close-out, en fait, c'est ce qu'on appelle un stunt beater.
le mec qui fait son stunt, il abandonne Hardy de quelques mètres pour s'interposer. Et donc, qu'est-ce qui se passait? On faisait exprès de mettre Hardy dans ce spot-là, évidemment, pardon. Et Irving pouvait facilement soit faire un kick-out et pour un shoot à 3 points s'il y avait de l'espace, soit sinon, s'il n'y a pas d'espace parce que Mike Conley revient à temps, il pouvait ensuite feinte de tir et puis j'attaque en sortie dribble. Et c'est pas Tim Hardaway Jr., c'est un vrai porteur de balle, un vrai créateur un peu qui a ce passif-là, je veux dire. Et donc, il pouvait aussi faire des actions en sortie de dribble, plus que Tim Hardaway Jr. Donc, j'attaque le close-out et puis je prends le flotteur. Ou alors j'attaque le close-out et puis je fais la passe. Je fais le kick-out. Je trouve le alley-oop, etc., etc. Donc, Jaden Hardy qui continue d'être le stunt beater qui font en fait ces Mavs. Et puis en plus, défensivement, il arrive à survivre, donc tant mieux. Mais voilà, encore une fois, facteur X, encore une fois, le Jaden Hardy, plutôt très bonne pioche. Et puis pour finir, 2 derniers éléments, un peu sur le autre, on va dire. Le rebond offensif, qui avait été une arme très dévastatrice face à OKC, notamment parce que OKC n'a pas une bonne défense du rebond, de par les schémas, de par le personnel qu'ils ont sur le terrain, pas beaucoup d'excellents rebondeurs. Donc Dallas s'était fait plaisir, et on se posait la question un peu en preview de à quel point ça va être un facteur ou pas, ou un non-facteur total, vu que de l'autre côté, Minnesota, c'est pas OKC. Eux, ils sont plutôt très très bons pour défendre ce rebond et empêcher les rebonds offensifs. Il se trouve que, effectivement, ça n'a pas trop été un facteur dans cette série. Il y en a eu pas mal, effectivement, mais ça n'a pas été, je trouve, en termes de quantité, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais vous allez voir, on est plutôt autour de la moyenne, je crois, je les ai notés sur l'autre fiche pour tout à l'heure. Mais voilà, on n'a pas été sur une domination spectaculaire au rebond offensif qui ont offert encore et encore plein de possessions supplémentaires. Non, on n'était pas sur ce genre de physionomie comme face à OKC, donc voilà, un atout que Minnesota a réussi à atténuer, mine de rien, ce côté rebond offensif qui était juste dans la moyenne plutôt que excellentissime comme contre OKC. Et puis, l'autre, mine de rien, l'autre où par contre j'ai été un peu surpris, et même agréablement surpris, c'est le jeu de transition. J'ai été étonné à quel point est-ce que Dallas arrivait à développer cette transition et allait en fait grappiller plein de points supplémentaires. Alors, pas d'étonne non plus, mais plus que ce que j'aurais dit en fait. Vraiment, pas mal de points en transition, en contre-attaque, on se projette très vite, soit on court très vite, soit Doncic, vous savez, qui fait des passes vers l'avant un peu folles. Franchement, il y a pas mal de points, en tout cas plus que ce que j'imaginais, d'autant plus, pour reconnecter avec Minnesota aussi, Minnesota est quand même une plutôt bonne défense de transition, donc autant les Wolves ont un peu gagné ce duel au rebond offensif où ils n'ont pas autorisé tant que ça non plus côté rebond offensif et deuxième chance, autant je trouve que j'étais un peu déçu de ce côté défense en transition où il y a des matchs et il y a des fois, il y a des séquences, peut-être pas au niveau global si vous regardez les moyennes, mais il y a des séquences de jeu, des moments de match où en effet, en fait, ça galopait et ça arrivait à grappiller des points en transition. C'est lequel? C'est le match 2 ou 3, je sais plus. Enfin, je crois que dans les deux, ils font un comeback. Mais je crois qu'il y a match 2 ou 3, il y a un run comme ça, à troisième quart-temps, où tu as 3, 4, 5 possessions d'affilée en transition qui refont coller au score et qui permettent ensuite d'avoir la victoire, quoi. Donc voilà, là-dessus, un peu déçu de la part de Minnesota. Donc voilà pour cette série. De ce côté-là du terrain, je crois qu'on a à peu près tout dit. Entre le pick and roll, le côté match-up, le côté philosophique, où Minnesota a un peu perdu comment est-ce que la série allait être jouée, c'est-à-dire duel un peu statique, un peu frontal, plutôt que essayer de faire des aides partout et provoquer du mouvement et forcer Dallas à faire de l'extra passe, sachant que oui, je l'ai même pas dit, mais Dallas, ils n'ont pas des shooters top. Et même pour dire, pour le coup, je trouve que sur cet aspect de surcharger le terrain, vous allez peut-être être pas d'accord ou étonné, je sais pas, mais je trouve que sur cet aspect de surcharger le terrain et forcer un peu des tirs difficiles et pas respecter le spacing de Dallas, je trouve que OKC a été meilleur. Vraiment. Et bon, OKC, c'est pas non plus... c'est pas n'importe quoi. Eux aussi étaient aussi une défense d'élite de NBA cette saison, une défense très dynamique avec des schémas très dynamiques. Mais voilà, vous regardez contre OKC, pourquoi est-ce que Gafford galère autant contre OKC en termes de sur les rolls, donc poser l'écran et ensuite rouler au panier littéralement le roll. Pourquoi ça marche pas? C'est parce que en fait les mecs étaient très très tôt dans la raquette. Et donc Gafford en fait il aime bien faire des alley-oops ou faire des dunks un peu faciles. Mais s'il reçoit la balle dans la raquette et qu'il y a déjà un mec devant lui, c'est pas trop sa force, quoi. C'est pas trop le mec qui peut ensuite redescendre sur les appuis, poser un dribble, dégager du chemin d'un coup d'épaule, même s'il est gros, même s'il est très imposant et qu'il a le look, il a pas du tout ce style de jeu. Et donc vous allez voir les tirs de Gafford par exemple, ça marche pas du tout sur les rolls du pick and roll parce que OKC est très tôt dans la raquette et force les rotations. Le problème d'OKC, c'est plutôt que voilà, le shot making de Dallas a fait la différence. Pas mal de 3 points qui ont été rentrés pour punir ces rotations. Mais en termes de schéma, j'ai trouvé que OKC a été un peu mieux sur cet aspect d'abandonner
les shooters de Dallas et de congestionner à l'intérieur. Un peu déçu que Minnesota n'ait pas réussi à faire à ce point, parce que s'il y avait bien une équipe qui pouvait le faire et qui pouvait prendre plus de risques pour ensuite avoir le matos pour compenser derrière, je pense que c'était Minnesota. Et je me demande à quel point ils vont pas se prendre les doigts de ne pas avoir tenté parfois quelques schémas par-ci par-là un peu plus agressifs. Et donc, pour passer de l'autre côté du terrain et le côté attaque de Minnesota contre la défense de Dallas, je pense que la première chose qu'on peut dire, c'est quel type de défense a fait Dallas. Parce que c'est vrai qu'ils sortaient d'un tour contre OKC, deuxième tour des playoffs, où ils ont fait un switch all quasi absolu, donc on change sur tous les écrans. Et ensuite, en plus, on concède le mismatch sur un switch, forcément. On n'a pas toujours le bon match-up face au ballon, face à l'attaquant de OKC, mais derrière, on compensait parce que c'était pas un vrai 1 contre 1. Il y avait des aides qui venaient depuis l'aile, les fameux stunts, justement. Il y avait des aides aussi au panier qui venaient depuis le côté faible avec des intérieurs, etc. etc. Donc voilà, il y avait un peu cet aspect de switch all plus aide. Ok. Et on se posait la question de à quel point est-ce qu'ils vont faire ça, un switch all absolu de 1 à 5, ou est-ce qu'ils vont pas un peu ajuster, parce que c'est vrai que notamment Anthony Edwards, à quel point est-ce que tu peux te permettre ou pas de switcher absolument tout, et donc notamment sur lui, y compris des pivots, à quel point c'est pas un peu trop risqué. Donc on se posait un peu la question, et au final, c'est un peu ce qu'ils ont fait. C'est un peu ce qu'ils ont fait, ils ont fait un switch seulement de 1 à 4, et donc en ne switchant pas le pivot. Et donc en ne switchant pas Gafford et Lively sur Anthony Edwards, mais aussi parfois sur Mike Conley, et sur à peu près tout le monde en fait. Donc voilà, il y avait ce côté, on switchait à peu près facilement de 1 à 4, ok, par contre pas le poste 5. Donc c'est vrai que première conséquence, et qui moi m'a un peu embêté toute la série, c'est qu'en fait, quand tu ne switches pas le pick and roll Mike Conley-Gobert, tu offres un décalage, forcément, quand tu restes en drop par exemple, et que tu ne switches pas, tu offres un décalage. L'intérêt du switch, de changer sur l'écran, c'est que tu changes immédiatement, il n'y a aucun avantage nulle part, on change, tout est absorbé, voilà, pas d'avantage, pas de décalage. Or, le fait est que donc ça ne switchait pas sur Mike Conley et Rudy Gobert, la fameuse empty action, qui est un des moteurs de cette attaque des Wolves. Et le truc, c'est que tu offrais pas mal de ces avantages, de ces petits décalages, ces petits espaces, parce que ça restait en drop, parce que ça faisait un edge, enfin bref. Et Mike Conley s'est fait plaisir. Notamment, allez voir les highlights de Mike Conley, c'est que des flotteurs dans la raquette. Parce que sur cette fameuse empty action où il part depuis l'aile, il rentre un pick and roll qui rentre à l'intérieur, ça switchait pas, et donc voilà, il se faisait plaisir, il allait dans la raquette, le petit flotteur. Et voilà, ou alors le lob, comme encore une fois, comme quand Gafford de Lively allait sur Mike Conley, ça libérait le lob pour Gobert. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est un truc où moi je m'arrachais un peu les cheveux, parce que je me dis, c'est dommage d'offrir ce décalage à un mec comme Mike Conley qui en plus est un bon shooter, il peut prendre le flotteur, il peut prendre aussi le pull-up à 3 points, il l'a fait d'ailleurs, il l'a fait assez bien, il a fait beaucoup de bien à l'attaque là-dessus. C'est un peu dommage parce que c'est un mec qui a plus tant que ça de jus non plus, et pareil, Gobert de l'autre côté, c'est pas quelqu'un qui va punir les mismatchs et les switch aussi facilement, même qu'il peut pas le faire. C'est un peu la faiblesse. Donc, il y a un peu ce truc où je me suis un peu gratté la tête tout le début de la série en me disant, mais au bout d'un moment, il va falloir switcher quand même, parce que, en fait, tu peux switcher sur l'écran et tu te fais pas punir. Ni Mike Conley ne peut te faire un step back de la mort à 3 points par-dessus Gafford ou Lively si tu le fais presser haut, et pas non plus Gobert peut punir en poste bas contre un petit, quoi. Donc, voilà, au début de série, Mike Conley a aussi fait beaucoup de bien parce qu'il n'a pas dû affronter un switch, donc ça a fait pas mal de bien. Par la suite, je crois que c'est match 3, match 4, je sais plus, je crois que c'est match 4, où ça s'est mis à switcher, et on a vu qu'en effet, mince, on switch ce pick and roll, et d'un coup, tiens, il n'y a plus d'avantage pour Minnesota, et en effet, tu donnes la balle au poste bas à Gobert, non, ça passe pas. Il y a la fameuse séquence où, du coup, retour de mi-temps, je crois que c'est donc match 4, où Luka Doncic switch sur Gobert, et sauf qu'en fait, Gobert essaie de le poster, et ça marche pas, quoi. Donc voilà, on s'est mis un peu plus, finalement, la fameuse empty action, on a fini par switcher un peu plus, et ça a permis un peu d'atténuer ce truc-là, parce qu'en effet, c'était une des meilleures sources d'attaque des Wolves, je crois que je le dis depuis le début des playoffs, si vous écoutez le Basket Lab depuis quelques semaines maintenant. Donc voilà, mais surtout, l'autre aspect donc de ne pas switcher le pivot, c'est que c'était aussi sur les pick and roll avec Edwards. Parce que ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'on n'était pas sur un switch all absolu comme contre Casey, on était plutôt en fait sur le modèle des Clippers. Sur la série du premier tour contre les Clippers, où donc ça ne switchait pas tout absolument, ça pouvait changer sur les écrans, notamment dans le périmètre. Donc on laissait Doncic, on laissait Irving se faire switcher sur Harden ou sur Paul George, par exemple, mais
derrière, les Clippers avaient aussi des non-shooters qu'on ne respectait pas à 3 points, et donc c'était Doncic face à Paul George dans le périmètre, ok, mais derrière, on avait Lively, ou alors on avait Gafford, ou là on avait Washington. Voilà, il y avait ce genre d'aide. On était un peu plus là-dessus contre Minnesota, donc Edwards, quand il essayait de cibler ou d'attaquer un peu un extérieur, bon, ça switchait, sauf que Doncic, il est bien gentil, mais sauf que c'est pas un vrai 1 contre 1. Donc il n'était pas aussi vulnérable que ça, en fait. C'est pas un vrai 1 contre 1 parce que derrière, tu as des aides. Donc le but, c'est juste, tu changes sur l'écran pour pas offrir de décalage, et puis ensuite, tu as de l'aide derrière. Et tu orientes en fait le drive vers de l'aide. C'est un peu ça. Et ça, pour le coup, Doncic ou Irving sont pas capables de tenir un 1 contre 1 totalement isolé, mais par contre, juste se positionner de la bonne manière, rester devant sans forcément contenir, mais rester devant et orienter vers une aide qui ensuite va venir fermer l'angle ou alors carrément contrer le tir, ça, ils sont capables. Donc, c'est ce qui a été fait sur les pick and roll entre plus petits, on va dire, entre extérieurs. Il y a eu ça, et donc c'est comme ça que Doncic ou Irving n'ont pas été tant ciblés que ça par Edwards. Et par contre, c'est vrai que le pick and roll avec un poste 5, cette fois, ça ne switchait pas. Et donc, Gafford, par exemple, quand Edwards attaquait le pick and roll, attaquait Gafford, donc avec un poseur d'écran qui était Rudy Gobert, par exemple, là, le poste 5, ça switchait pas, et donc il y avait un petit espace. C'était en drop. Gafford n'est pas forcément un top défenseur de drop, mais voilà, il y avait au moins un petit quelque chose à faire, peut-être. Il y avait un petit décalage qui était offert, et donc Edwards pouvait faire pas mal de choses. Je précise aussi que, comme dit, un switch all de 1 à 4, donc notamment le pick and pop avec Towns n'a pas été là. Pourquoi ? Parce que ça, par contre, on switchait. Voilà, on switchait pas avec Gobert et le poste 5 en général, mais par contre, Towns, évidemment qu'on change sur l'écran parce que si tu changes pas, il peut juste s'écarter en pick and pop et te punir facilement. Donc là-dessus, le pick and pop, on switch, sans trop de problème. Ok. Mais donc c'est vrai que par contre, sur les pick and roll avec pivot, ça switchait pas, et donc, théoriquement, Edward aurait pu faire quelque chose de ce truc, en fait, de ce décalage qu'on lui offrait, parce que quand tu switches pas, il y a un décalage. Mais dans les faits, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué que prévu. Et je me suis demandé pendant longtemps pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas voulu switcher, alors que ça aurait été un peu une solution un peu facile. Mais je pense que... je me demande à quel point est-ce que ça n'a pas été... est-ce que Kidd n'a pas fait ce choix-là pour plusieurs aspects, notamment essayer un peu de forcer sur le passing de Ant sur pick and roll, qui n'est pas un passing top. Donc à quel point est-ce que tu te mets en drop ou alors tu te mets en edge, tu mets 2 sur le ballon au niveau de l'écran, tu vas pas essayer un peu d'aller titiller ce côté passing et le forcer à faire la bonne passe, la bonne lecture, donc le côté playmaker où il est moins bon que si juste tu fais un switch et tu le laisses te faire une isolation un peu tranquille, quoi. Donc voilà, je me demande à quel point est-ce que c'était pas fait aussi, premièrement, pour essayer de le faire forcer sur le passing où il est pas top, deuxièmement aussi, pour la pâter sur des tirs, des pull-ups un peu, pas très rentables, finalement. Parce que c'est aussi ça le truc, c'est qu'il y a des fois, t'as un pick and roll, Gafford il reste un peu bas, et Anthony Edwards il sort de l'écran, il prend le pull-up et il le met, tu dis ah ouais, super, ok. Sauf qu'au final, sur un gros échantillon, il en a pas mis tant que ça, des pull-ups, des longs pull-ups à 2 points, notamment. Et puis même, c'est un tir que tu préfères concéder, ça, plutôt qu'un drive au panier. Donc, je pense qu'au final, le plan de jeu a été pas mal de ce point de vue-là, parce que avec ce non-switch, t'essayais un peu d'aller titiller sur son passing, t'essayais un peu de l'appâter sur des pull-ups un peu loin, plutôt que d'avoir le bon mismatch et d'essayer de l'enfoncer jusqu'au panier. Et donc, c'est vrai que la conséquence, c'est qu'il a fait une série en termes de scoring. On reviendra peut-être sur le playmaking après, mais en termes de scoring, qui a été très mauvaise. Et évidemment, je parle pas de volume, je parle d'efficacité. On a vraiment eu, je trouve, une excellente série de Dallas avec cet aspect où on t'appâte un peu sur des pull-ups, en tout cas, on te prive d'aller jusqu'au panier et prendre des tirs faciles, des tirs rentables, et même quand on switch, en réalité, on switch et on t'oriente vers une aide. Et c'est un peu, voilà, c'est ce que fait Dallas depuis le début des playoffs. Ce côté, il y a des aides au panier un peu agressives, même très agressives, qui marchent très bien, en fait. Et c'est comme ça que, donc, disais-je, en termes d'efficacité, sur le début des playoffs, donc Phoenix plus Denver, en termes d'efficacité, voire même de productivité, donc l'efficacité au tir plus la production au lancer franc, tout ça mis ensemble, il était à 1,25 points par tir. Voilà, sur le début des playoffs, 1,25 points par tir tenté, par tentative de tir, 1,25 sur les matchs 1 à 4 de cette série. J'enlève un peu le 5 parce que le 5, très vite, il est plié. Et c'est vrai qu'à la fin, Dallas joue un peu plus... très vite, Dallas joue plus le chrono quand ils sont à plus 20 ou plus 30 même que qu'autre chose. Donc, mettons ça à part. Mais donc, sur les 4 premiers matchs de la série, il est à 1 point par tir tenté. De 1,25 points par tir tenté à 1 point par tir tenté sur
cette série contre Dallas avec donc la fameuse défense de Dallas qui structure très bien le terrain et qui l'empêche de faire quoi que ce soit, qui le force à être un shotmaker dans le périmètre. Et donc pour vous dire, surtout pour modéliser, parce qu'on n'a pas trop l'échelle en tête évidemment, la moyenne NBA sur ces playoffs 2024 pour l'instant elle est à 1,14 points par tir en moyenne en NBA en playoff 2024. Donc c'est-à-dire que il est passé de plus 9%, son score était plus 9% plus efficace que la moyenne NBA contre Phoenix et Denver, plus 9% à moins 13%. Il est passé d'un score qui était 9% plus efficace que la moyenne à un score qui était 13% moins efficace que la moyenne. Pour vous dire à quel point donc il y a eu une chute d'efficacité assez spectaculaire sur cette série qui est due à Dallas et qui, encore une fois, peut-être, c'est pas totalement de sa faute. Je trouve que c'est pas totalement de sa faute et c'est là où on peut rajouter l'aspect un peu plus global de Dallas qui est que, comme d'habitude, hein, j'ai commencé un peu à l'évoquer, le côté aide, un peu pour protéger les switches ou juste pour venir aider. Mais voilà, on a affaire à une équipe qui ne respecte pas, qui n'a pas respecté le spacing de Minnesota. Et d'autant plus, d'ailleurs, comme dit tout à l'heure, avec le fait que non seulement tu as Gobert, ok, mais tu as aussi Kyle Anderson qui joue pas mal de temps parce que tu as besoin de sa défense. Donc ça rajoute un deuxième non-shooter. Et donc même quand c'était pas forcément juste switch plus aide derrière, ou alors pas simplement je viens aider depuis le côté faible en pré-rotation très tôt dans la possession, etc., même parfois tu pouvais te permettre de faire des prises à deux sur l'écran parce que tu avais une valve de décompression, comme on dit. C'est-à-dire, voilà, tu as un pick and roll entre Gobert et Edwards, ok, tu fais une prise à deux, et puis Gobert va être couvert par un troisième homme qui vient depuis le côté faible, qui vient le couvrir. Pourquoi est-ce qu'on peut se permettre ça? C'est parce qu'on a dans le corner Kyle Anderson qu'on peut abandonner. Et qu'on ne craint pas d'abandonner, donc on peut avoir de la pression sur le ballon, sachant qu'on a cette valve de décompression dans le corner ou sur l'aile, ou voilà. Quelque part, on a quelqu'un sur lequel on n'a pas besoin de faire la rotation, de faire le close-out, donc au bout d'un moment, on est un peu sauvé, quoi. Ça donne le temps de faire la prise à deux et puis de revenir en position. Voilà. Donc ça, c'est vrai que, pour le coup, je suis déçu côté Minnesota que les Wolves aient un peu trop respecté le spacing de Dallas. Eux, Dallas, ils sont pas embêtés avec ça. Ils n'ont pas respecté le spacing des Clippers, ils n'ont pas respecté le spacing d'OKC, et là, Jason Kidd non plus n'a pas respecté le spacing de Minnesota, parce que voilà, à part Towns, qui en plus était en manque de réussite, qui est-ce que tu as comme très bon shooter? Voilà, Nick Alexander-Walker, c'est pas top, McDaniels non plus, pas tout le temps, c'est pas non plus un énorme shooter, ni à gros volume, ni à haute efficacité. Kyle Anderson, on l'a dit, Mike Conley, qui est peut-être le meilleur shooter dans ce lot-là. Voilà, il y a un peu ce problème de spacing, et comme d'habitude, Jason Kidd, autant il n'a pas fait un switch all absolu, mais il s'est quand même permis de faire comme d'habitude, j'ai mes protections en deuxième rideau, j'ai des stunts un peu agressifs depuis l'aile, je fais des pré-rotations très tôt dans la raquette, quitte à concéder des 3 points et des kick-out, etc., etc. Donc, c'est là-dessus où je pense que c'est un peu injuste d'accabler Edwards là-dessus, parce que, en fait, bon, déjà, sur le début des playoffs, il a eu un shot-making, donc un aspect de sur-réussite par rapport à d'habitude, qui était assez gros. Hein. La série contre Phoenix, on en avait parlé, mais Phoenix faisait un peu ces mêmes schémas. C'est juste que Edwards a mis tous les tirs, en fait, hein, tous les pull-ups, plutôt que, voilà, il avait un mec devant lui et puis une aide en deuxième rideau, mais il allait pas l'affronter, il prenait le pull-up et il le mettait. Bon, voilà, il y a rien à faire, quoi. Il met le pull-up. Il prend le mauvais tir, mais il le met, et il le met souvent. Ok. En effet, peut-être qu'en plus, la chute est vertigineuse entre le début des playoffs et la fin, parce qu'en plus, il y a eu un petit surplus de réussite au début. Donc ça donne cet effet encore plus sensationnaliste. Mais pour le coup, si, il aurait pu faire plus, mais à quel point c'est un peu injuste de lui en vouloir quand c'est juste aussi les schémas de Dallas qui sont bons, c'est Minnesota qui n'a pas un bon spacing pour l'aider, et pour l'optimiser, et pour punir ses schémas. Ça, il n'y peut rien. Et alors, ok, il aurait pu mettre 60% de ses pull-ups, ses longs tirs à 2 points, comme contre Phoenix, mais bon, ça arrive jamais, quoi. Ça arrive jamais. Donc, il y avait un terrain qui était congestionné. Bon, en un sens, c'est pas trop de sa faute. Et de l'autre côté, il y a aussi cet aspect où c'est pas non plus... c'est pas Doncic, en fait. Et je parle même pas du playmaking. C'est pas Doncic, c'est pas Harden non plus. Le Harden de la grande époque, évidemment. C'est pas LeBron. Voilà, c'est pas ce genre de driver un peu implacable en un sens, même si c'est un abus de langage, ce mot, vous avez compris. Mais voilà, Edwards, c'est un mec très complet, qui a le pull-up, qui a le drive, qui a d'ailleurs été bien meilleur cette année en drive que l'an dernier. Donc il est capable, mais c'est pas un driver d'élite de très 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 haut niveau en termes de... il n'a pas non plus les outils, la taille de LeBron et de Doncic ou la puissance, etc. Il n'a pas ça. Donc quand tu mets un peu en place ces schémas,
comment est-ce que tu peux les contourner ou les battre? Bah, soit tu as des shooters qui punissent ces Z, soit tu as un mec qui peut aller à travers les Z. Et malgré tout, en fait. Un peu ce côté drive malgré tout. Et ça, c'est vrai qu'on peut lui reprocher si vous voulez, mais c'est juste pas son profil, en fait. Donc, je serais un peu clément, pour le coup, pour lui sur cette série, parce que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, et c'est pas totalement de sa faute. C'est aussi qui il est, en fait. Je me demande à quel point est-ce qu'il y a peut-être pas un côté attente un peu trop haute aussi. Mais voilà, quand il n'y a pas d'espace pour driver, bon, bah, il n'arrive pas, quoi. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il prend des pull-ups, et parfois il les met pas. Mais voilà, c'est pas non plus c'est pas Curry non plus, quoi. C'est même pas Lillard, c'est pas Irving, c'est même pas un shooter de pull-up d'élite. Donc parfois il va les mettre, mais il faut pas s'attendre non plus à une réussite à la Kevin Durant sur pull-up ou non plus, quoi. Donc ça, c'est un peu dommage. Et de l'autre côté, c'est vrai qu'il faut aussi séparer son passing en deux, pour moi. Le passing sur pick and roll, notamment quand il y a un peu de pression sur le ballon, c'est pas un passeur génial. Il y a pas mal de fois où, on l'avait vu contre Denver, mais on l'a vu aussi là sur cette série, parfois quand il y a des 2 contre 1 sur lui, sur le ballon, c'est pas un passeur génial. Et donc il manque un peu des opportunités de passe. Il y a des fois, hein, si vous voulez, vous faites pause sur une action, vous verrez qu'il y a un quart de seconde où il y a une fenêtre de passe qui est ouverte pour le rollman, pour Gobert qui plonge au panier, ou alors il y a un contre 2, donc s'il fait la bonne sortie de balle par-dessus la défense, mais ça il n'est pas capable, c'est pas un passeur d'élite, et s'il passe par-dessus avec le bon timing et le bon angle, il y a un contre 2 à exploiter côté faible, etc., etc. Bon, ça il peut pas. Mais ça, là encore, à quel point c'est injuste d'attendre de lui que ça devienne un playmaker génial alors que ça ne l'est pas, et ça ne le sera probablement jamais. Bon, ça me paraît un peu injuste d'avoir d'aussi grandes attentes. Par contre, là où il a fait une très bonne série, et là où son playmaking, je trouve, brille de mille feux, c'est sur le driving kick. C'est-à-dire que sur le côté pick and roll, face à une pression face au ballon, bah, il n'est pas non plus génial pour toutes ces petites lectures en termes de timing, en termes de détails, en termes de précision, de passer par-dessus, etc. Ça, il n'est pas top. Par contre, on a vu une excellente série en termes de driving kick, c'est-à-dire non pas sur pick and roll face au ballon, mais sur j'attaque, je fais une pénétration sur isolation notamment, et puis je vais dans la raquette, je crée du chaos, j'attire des aides, et puis je ressors. Et ça, je trouve que, encore une fois, le passing de pick and roll, pas top, pas parfait, pas mal mais pas parfait. Par contre, pas mal et beaucoup de driving kick, je trouve, et qui génère en fait des tirs de très très grande qualité. Donc ça, j'ai beaucoup aimé, et je pense qu'il ne faut pas non plus lui retirer. Donc voilà, un peu du bon et du pas bon finalement sur Edwards, entre sa série au scoring qui est pas top, en efficacité qui est pas top, mais en même temps c'est pas que de sa faute non plus, je trouve. À quel point est-ce que aussi les attentes sont pas trop hautes en termes de scoring. Voilà, il n'a pas cet aspect de scoring malgré tout, il n'a pas cet aspect de playmaking non plus, un peu playmaking génial, donc c'est pas lui qui peut punir et qui peut aller trouver la solution face à une prise à deux, face à une pression sur le pick and roll. Mais par contre, tout de même, pas mal de bons driving kick et de bons playmaking fait de cette manière. Donc voilà pour le cas Anthony Edwards, qui est un peu particulier, je trouve. Et puis terminer rapidement aussi, alors oui, le cas Karl Anthony Towns, lui c'est pareil. Hein. Lui c'est pareil, il est également sur la série en entier. La série entière, il est à 1 point par possession également. Autant dire que pour lui, qui d'habitude était un scoreur très efficace parce que tellement bon à 3 points, là on a eu une panne d'efficacité en fait. Hein. Et bon, c'est un peu marrant. Enfin marrant, je sais pas, c'est pas, sauf si vous êtes fan des Wolves. Mais je trouve que sa série est pas si mal que ça en attaque. Et je trouve qu'encore une fois, on a vu que, en termes de créateur de jeu, c'est pas mal, quoi. C'est un mec qui peut aller au post-up face à tel ou tel match-up, même si face à Dallas, il n'y avait pas de très bon match-up à exploiter, mine de rien. Donc voilà. Et puis, non, c'est un mec qui, sur le passing aussi, libère pas mal de choses. Le pick and roll 4-5, encore une fois, a été très bon. Donc c'est vrai que moi, j'avais un peu ce truc bizarre de me dire pendant le match, ah oui, il fait des bonnes choses, quoi. Et en effet, par contre, quand tu dézoomes un peu, à tête reposée, un peu plus à froid, peut-être aussi, tu regardes les chiffres et tu refais le bilan, et ok, dans le jeu, il fait des choses bien, mais c'est juste qu'il y a une panne d'efficacité, une panne au tir notamment, qui a été trop grande, quoi. Enfin, trop grande. Est-ce que c'est de sa faute ou pas? Je sais pas. Mais grosso modo, hein, à part le coup de chaud qu'il a eu fin du match 4, qui a un peu sauvé le match 4 et qui a permis de gagner le money time, à part ça, c'est vrai qu'il y a très peu de tirs qui sont rentrés. À quel point c'est de la variance? Donc un peu un manque de chance, à quel point c'est les tirs qui étaient bien contestés aussi, et je parle pas des 3 points, là je parle même dans le jeu, le côté flotteur, etc. Mais voilà, je veux pas non plus tout jeter à la poubelle. Ok, il a fait une mauvaise série d'efficacité, on peut lui reprocher dans une certaine mesure si vous voulez, mais je trouve que dans le jeu encore, il a été pas mal. Je lui reprocherais plus la défense, moi pour le coup, mais où il a été un peu plus moyen. Mais voilà, quand même, pas, encore une fois, pas tout blanc tout noir, hein, côté Towns, c'est juste qu'on n'a pas eu le vrai Towns qui enfile les 3 points et qui aurait bien aidé, quoi. Qui aurait bien aidé, parce que si Dallas ne respecte personne dans ce spacing, sauf un qui est Towns, mais que lui ne met pas ses tirs, si ton shooter d'élite ne met pas ses tirs, c'est vrai que c'est compliqué.
Et puis pour terminer aussi sur un point qu'on avait évoqué dans la preview également, c'est à quel point est-ce que Minnesota n'est pas un peu limité en termes de création offensive. Ça, on l'a dit toute l'année. C'était un peu d'ailleurs mes doutes en arrivant en playoff, pour ça que je pensais pas que Minnesota pourrait aller aussi loin, notamment. Mais à quel point est-ce que la création de demi-terrain va pas être un peu limitée face à une bonne défense, ça, on l'a vu. Mais à quel point est-ce qu'ils vont pas arriver aussi à grappiller un peu des points par-ci par-là sur d'autres domaines. Et pour le coup, ça se voit pas parce qu'ils ont perdu les matchs, mais je trouve qu'ils s'en sont plutôt pas mal dépatouillés là-dessus. C'est-à-dire, ok, la bataille sur demi-terrain, elle a été perdue, même assez clairement. Mais par contre, c'est vrai que j'ai trouvé qu'ils ont grappillé pas mal de points sur rebond offensif. Ils ont même été bien meilleurs que Dallas sur les rebonds offensifs, j'ai trouvé. Donc ça a sauvé pas mal de possessions et ça a permis de générer pas mal de points qui n'étaient pas joués d'avance. Et d'ailleurs qu'ils n'auraient pas eu, mais je ne m'attendais pas forcément à ce qu'il y ait à ce point Enfin, on l'avait évoqué en point de bascule, mais je ne pense pas que ce sera à ce point. Or, ça a été à ce point. Ils ont été bien meilleurs que Dallas en termes de rebond offensif. Donc ça a permis un peu de compenser la mauvaise perf de demi-terrain, je veux dire. Et pareil pour la transition, où ils n'ont pas été non plus spectaculaires. Peut-être d'ailleurs que sur le côté création de turnover, on l'avait évoqué, mais Dallas a une tendance à perdre beaucoup de ballons. Minnesota a une tendance à créer beaucoup de turnover. Finalement, là-dessus, Dallas n'a pas perdu des tonnes. Donc, peut-être que le duel là-dessus des pertes de balles a été gagné par Dallas. Mais par contre, plus généralement, c'est vrai que Minnesota a aussi cette capacité à accélérer, même après un rebond, même après un tir manqué, ou alors un turnover, parfois, même s'il n'y en a pas eu autant qu'on aurait pu espérer côté Minnesota. Mais voilà, j'ai trouvé qu'ils ont bien compensé le demi-terrain par des points en deuxième rideau, pardon. En rebond offensif, pardon, deuxième chance. je commence à fatiguer. Et en transition. Et ça fait, comme dit, ça se voit peut-être pas trop parce qu'ils ont perdu les matchs, mais souvenez-vous, les scores étaient extrêmement serrés. À part le dernier, évidemment, où il y a eu plus 40 au bout de 12 minutes. Mais les matchs 1, 2, 3, 4 sont extrêmement disputés, alors que, je vais vous dire les scores sur demi-terrain, vous allez voir l'écart qui est assez énorme. Match 1, Minnesota, 83 points par 100 possessions de demi-terrain. 83. Dallas, 103. Et pourtant, le match a été serré dans le money time. Donc, parce que ils ont réussi à grappiller pas mal de points, autre part que sur le demi-terrain, où en effet Dallas a été meilleur. Donc ça, c'est le match 1. 83 contre 103, c'est un écart assez énorme. Si vous modélisez pas, on est 13e centile pour Minnesota, donc à peine mieux que 13% de tous les autres matchs NBA, contre 70e centile, ou 75e, j'arrive plus à me relire. Voilà, c'est un écart énorme, hein, entre 83 points par 100 possessions de demi-terrain et 103, c'est quand même beaucoup, énorme. Match 2, pareil, perdu sur demi-terrain, 96 contre 100, 48e centile contre 56e centile. Match 3, 102. Minnesota est à 102 points par 100 possessions de demi-terrain. 102 contre 121 pour Dallas. Et pourtant, le match est serré. Mais c'est c'est pas que le demi-terrain. Donc c'est parce que les Wolves ont compensé par rebond offensif et transition. Mais pas strictement sur les possessions de demi-terrain. Donc, match 4, le seul qui a été gagné avec l'ajustement défensif dont on a parlé tout à l'heure. Ils l'ont gagné. Ils l'ont gagné parce que 97 à 85 sur demi-terrain. Dallas était à 85, c'est mauvais. Et pour le coup, c'est Dallas qui, sur le match 4, est resté en vie grâce à la transition. On en a parlé aussi. Et puis, match 5, on s'en fiche, mais 83 aussi. 129 pour Dallas, mais parce que Dallas, il y a beaucoup de tirs à 3 points qui sont rentrés. Un côté sur réussite, 60% sur les tirs à 3 points qui sont hors corner. Donc voilà, c'est quand même assez énorme. Mais bref, encore une fois, donc pour vous dire les centiles, le rang de Minnesota sur demi-terrain, à chaque fois ils ont perdu, sauf le match 4, ils ont perdu le duel sur demi-terrain, et surtout il y a des scores qui sont pas top, quoi. Il y a des 0,83, enfin il y a des 83 points par 100 possession, notamment il y a du 96, 102 c'est plutôt pas mal, c'est 66e centile dans la moyenne. Bref, un peu comme attendu, Minnesota a été battu sur demi-terrain, et finalement le rebond offensif et la transition ont failli compenser. Mais c'est un peu le modèle. C'est un peu le modèle. C'était déjà un peu le cas contre Denver. D'ailleurs, ils n'ont pas toujours gagné la bataille de demi-terrain. Voilà, c'est aussi l'ADN de cette équipe, c'est que c'est pas une équipe qui est géniale en création offensive. Bref, on a fait pas mal sur cette série. Je pense que je vais pas trop développer non plus pour le reste, comme j'aime bien faire d'habitude, le côté bilan de la saison, le côté projection. Je pense que de toute façon, on est un peu sur une équipe qui est bâtie, qui est un peu finie, quoi. Je sais que beaucoup de monde voudrait chambouler. Je vois pas trop cette équipe tout chambouler, les Wolves. Je pense que la structure est très bonne.
Après, est-ce que ça... Enfin, par exemple, hein, je pense que, en plus, si ça bouge, ça devrait bouger beaucoup, hein, parce qu'il n'y a pas tant que ça de flexibilité dans cette équipe. Il n'y a que des gros contrats, donc tu es un peu obligé de sacrifier, par exemple, les 50 millions de Towns, si tu veux faire un truc, et donc, c'est pas un petit changement, hein, forcément. Donc, mais je les vois pas faire ça, et je pense que ça serait un peu une erreur de faire ça. Après, par contre, est-ce que tu peux pas flairer des bons coups en termes de création offensive, notamment, quitte à un peu, peut-être... perdre des éléments défensifs et transformer un peu ton effectif avec un accent un peu plus offensif parfois, ou des role-players un peu plus offensifs qui aideraient en création, je ne sais pas. Je sais qu'il y a aussi une rumeur comme quoi Darius Garland pourrait intéresser Minnesota. Oui, ce serait génial. Ce serait très bien. Et moi, pour le coup, Garland contre Mike Conley, le compromis défensif de Garland, je le fais tous les jours. Mais vraiment tous les jours. Avoir un créateur offensif du calibre de Garland, évidemment que je le fais. Le problème, c'est la place dans le salary cap. Parce qu'on a Gobert qui a son gros contrat qu'il a signé en tant que superstar défensive. Bon, on va pas entamer ce débat-là. Towns aussi qui a un gros contrat. La prolongation de Edwards qui, si je calcule bien, va entrer en compte l'an prochain. Oui, parce que draft 2020, donc ça va entrer en compte 2024, 4 ans après. Donc on a ça aussi. Bref, il y a quand même pas des tonnes de place pour négocier en termes de salary cap. C'est soit on change tout, et en tout cas on fait de gros changements, soit on est un peu limité en termes d'apport qu'on pourrait faire. Et donc voilà, Mike Conley, ok, il a encore 2 ans de contrat, mais il a 10 millions, quoi. Donc 10 millions pour absorber les plus de 30 de Garland, ça va être compliqué. Après, il y a des possibilités. Il y a effectivement, est-ce que tu touches un peu à Naz Reid, qui semble un peu être le seul élément à la fois attractif sportivement et en plus qui a un contrat de taille moyenne, 13 millions l'année en 2025, et puis une player option pour 2026, mais effectivement, tu peux peut-être un peu envisager ce genre de package. Mike Conley plus Naz Reid, plus, je sais pas moi, Nickel Alexander-Walker qui est à 4 millions aussi, mais à quel point tu viens pas un peu creuser dans ta profondeur défensive, à quel point tu veux faire ce compromis ou pas. Bon, il y a aussi Jaden McDaniels, dont le nouveau contrat rentre en compte l'an prochain aussi, 22 millions, 24, 26, 28, 29 pour encore 5 ans. Donc voilà, il y a quand même pas beaucoup de marge de manœuvre, je trouve. Et même, Kyle Anderson, fin de contrat, Monte Morris, fin de contrat, c'était une location, d'ailleurs qui n'a pas trop joué sur cette série, même pas du tout, je crois. McLaughlin, fin de contrat aussi. Bref. Je ne vais même pas rentrer dans ce truc-là, parce que peut-être on fera le point si en effet il se passe quelque chose, mais l'été est un peu difficile à prédire, parce que c'est soit on touche à rien et on fait des petits ajustements, soit on fait un gros truc. Et on va pas faire du basket fiction un peu trop poussé, on va s'arrêter là. Mais voilà, je pense que les Wolves sont pas si loin que ça. Je pense que pour le coup, la question du fit et du match-up en playoff compte beaucoup, et ça n'a jamais été aussi clair avec Minnesota, parce que je pense que Denver aurait peut-être, à mon sens, battu Dallas, parce que Dallas n'avait pas du tout les moyens pour gérer le cas Denver. On l'a dit dans le podcast bilan de Denver contre Minnesota, mais quelle autre équipe en NBA était capable, avait le personnel pour faire ce genre de défense sur Jokic? Personne. Et donc, oui, en effet, tu peux être champion sans forcément battre tout le monde. Et donc là, je pense qu'on a un magnifique exemple où l'effectif était parfaitement taillé pour Denver. Par contre, paradoxalement, contre une équipe de porteurs de balle qui est pas non plus les porteurs de balle classiques, c'est pas Garland et Mitchell. Non. On est sur un porteur de balle assez atypique aussi avec Doncic. Voilà, le côté fit et match-up direct a joué un peu, parce que ça les a favorisés sur le match-up contre Denver, et ça les a défavorisés sur l'affrontement contre Dallas. Mais s'il y a un truc à améliorer, moi, je pense que ce serait la création offensive, comme dit. Et effectivement, Garland, ce serait génial, mais ça paraît quand même un poisson, un très très gros poisson. Je suis pas sûr qu'il ait moyen de l'attirer sans faire de trop gros changements. Et puis, ce qui serait marrant, c'est que, imaginons que Minnesota se dise, allez, ok, on fait le pari Garland, quitte à se séparer de Naz Reid, de Karl Anthony Towns. C'est vrai que Cleveland va être totalement intéressé. Ils n'ont pas déjà assez d'intérieur dans leur rotation. Ils vont être intéressés de rajouter Naz Reid et Towns. Ce serait rigolo. Mais non, voilà, je ne vais pas trop m'avancer là-dessus, parce qu'on n'est pas sur le cas de Phoenix, on n'est pas sur le cas des Lakers, où il y a pas mal de choses à faire, comme on avait développé pour leur cas. Eux, la marge de manœuvre, elle est plus limitée, donc on verra. On verra bien. Mais si on pouvait rajouter du shoot, des 3&D qui sait shooter un peu mieux que ce qu'il y a actuellement, et un peu de création offensive peut-être de porteurs de balle, plus suivre le développement du playmaking de Anthony Edwards, ça a été aussi un des gros progrès de cette année. Je pense qu'on aura de nouveau une équipe qui est contender l'an prochain.
Donc, évidemment à suivre. Mais voilà pour rapidement la projection vers le futur. On fera ça plus tard, plus en longueur. Là, on a déjà fait long. Et voilà surtout donc pour ce bilan tactique de la finale de conférence Ouest entre Dallas et Minnesota. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Et donc voilà pour cette série, ce petit bilan tactique qu'on pouvait faire et ce qu'on pouvait dire aussi sur les Timberwolves également. Et puis c'est vrai que cette année je me suis pas mal concentré, maintenant qu'on va passer au final, mais je me suis quand même concentré pas mal sur l'Ouest plutôt que l'Est. Bon, déjà il y a un peu, des limitations de temps, hein, de facto, on peut pas, je suis pas arrivé à suivre 4 séries en même temps, donc par exemple j'ai dû un peu punter sur le Knicks versus Pacers cette année. En plus, il y avait un aspect blessure qui était pas très marrant cette année non plus, donc bref, on verra ça. Et d'ailleurs, est-ce que la prochaine fois on va y arriver? Peut-être que la prochaine fois, donc on va se retrouver pour un bilan des playoffs à l'Est, ou en tout cas des playoffs de Boston, précisément. Bilan de la série finale de conférence contre Indiana. On va essayer de faire ça avec Azad, fan de Boston, qui lui a tout suivi. On fera ça avant peut-être de passer sur une preview des finales. Voilà, comme ça on aura au moins parlé de l'Est, donc rendez-vous peut-être pour la prochaine fois pour ceci, peut-être, ou pour d'autres choses, on ne sait pas, on ne sait jamais avec le Basket Lab, ça peut partir dans tous les sens, vous le savez, mais voilà. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté jusqu'au bout, un grand merci pour votre soutien, comme d'habitude, je le dis à chaque fois, mais parce que vous êtes toujours là, donc ça fait plaisir, merci beaucoup, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.